Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Et ce sont des vraies voix, des JO qui commencent à partir d'aujourd'hui. C'est parti pour 3 semaines. Vous le savez, les JO de Paris, c'est ici que vous les vivrez comme nulle part ailleurs avec nos VV, nos vraies voix exceptionnelles. Je vais vous présenter dans un instant, membres du collectif des champions et championnes françaises. Au programme jusqu'à 19h, nos débats, comme d'habitude, ça change pas. Et puis vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, le compte X, Facebook, TikTok ou encore sur le site sudradio.fr. Je crois que je n'oublie rien du tout. Tout à l'heure, à 17h30, on parlera de ce coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture. C'est dans 4 jours. Mais est-ce que vous avez le sentiment de ressentir une espèce de fièvre, hein? Ça monte juste avant les JO. Et puis à 18h40, on a vu qu'Emmanuel Macron avait rendu visite ce matin aux sportifs installés au village olympique. Notre président, est-ce qu'il en a fait assez pour le sport français ? Ça, c'est important de le savoir parce que ça sera sans doute l'héritage des Jeux. Et puis, comme il n'y a pas que les JO dans la vie, on fera un petit coup de projecteur ce soir, comme tous les soirs, sur une info qui sort évidemment de l'actualité olympique, quoique. Il n'y a toujours pas de candidature pour le nouveau Front Populaire pour Matignon, puisque Laurence Tubiana a jeté l'éponge et certains au nouveau Front Populaire commencent à s'impatienter, voire à se dire dégoûtés. Nos vraies voix du jour, nos vraies voix des JO, on va les saluer par ordre d'apparition, honneur aux dames. On est ravis de vous avoir pendant toute cette période. Ils sont membres du collectif des champions et championnes françaises. Je parle de Marie-Claire Restou. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Alors, petit CV, championne olympique à Atlanta, championne du monde de judo, membre du CCCF. On va le résumer comme ça. Ça va bien, merci d'être là. Mais ça va très bien, je vous remercie et je suis ravie d'être avec vous. Pascal Eouzan. Bonjour Pascal. Alors, il faut se mettre bien en face du micro, Pascal. Bonjour Christine. Alors, bonjour le micro. Bonjour le micro. Double champion du monde de tumbling. Le tumbling, on explique, on fait des grandes courses. C'est du sprint acrobatique. Ce qui plaît à Daniel Sangouma, lui il courait, mais moi je fais des saltos en plus. À l'arrivée, c'est ça. Et membre fondateur, président fondateur du collectif des champions et championnes françaises. On va avoir dans un instant également en ligne Philippe Candeloro. Il sera à distance avec nous. Ça serait bien que j'éteigne mon téléphone. Il est vice-champion du monde de patinage artistique. Est-ce qu'il faut encore le présenter ? Double médaille aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est une vraie voix du sport. Et on est ravis de l'accueillir pendant ces 3 semaines, ainsi que tous les membres du collectif. Et puis également avec nous pour cette séquence, c'est monsieur Antoine Mazer, champion olympique de bac à sable. Champion olympique. On a touché un peu de sport. En tout cas, on s'exerce, on reste en forme. Je vous taquine. On n'a pas fait de minima pour se qualifier, mais on est présent pour Sud Radio. Bon, on va être avec vous tous pendant tout la période des JO, c'est dans 4 jours la cérémonie d'ouverture, mais il se passe déjà beaucoup de choses dans Paris. On va revenir dans un instant avec Clément Barguin qui est allé visiter Paris. On parle beaucoup de Paris évidemment, je suis désolée, mais il y a quand même des choses à raconter. Et puis on a notre auditeur du jour, si je ne m'abuse, qui est du côté de Saint-Gaudens, c'est David. Bonjour David. Oui, bonjour Christine et bonjour à vos invités. Il y a du beau monde ce soir. Ah oui, ça, il y a du lourd comme on dit chez nous, hein. C'est ça. Il y a du sacré lourd. Il y a du sacré lourd en termes de poids de médailles. On fera le calcul de combien de médailles sont passées dans le studio pendant les 3 semaines à la fin de la séquence. Vous vouliez faire un petit coup de cœur, c'est-à-dire, David ? Ouais, un petit coup de cœur pour un truc que je trouve complètement dingue. Là, c'est un athlète australien, Matthew Dawson, qui pour participer au jeu a décidé de se faire amputer d'une phalange, et je trouve ça complètement dingue. Et donc voilà, j'avais envie de parler de lui pour un petit coup de cœur, quoi. Donc aux Jeux paralympiques, j'imagine. Ah non, absolument pas, non. Absolument pas. Il est joueur d'équipe australienne de hockey sur gazon. Ouais. Et en fait, ce pauvre gars s'est fracturé un doigt. Et donc, on lui a dit, pour toi, les Jeux Olympiques, c'est impossible parce que t'en as au moins pour 4 mois. Il a dit, si j'ai trouvé une solution, c'est vous m'amputez la phalange. Et en fait, il s'est fait amputer la phalange et il sera là, je crois que c'est dès ce week-end, ou en tout cas, ça fait partie des premières épreuves. Et il participera aux Jeux Olympiques en tant que joueur de l'équipe australienne de hockey sur gazon. Ça s'appelle avoir la motivation, pas chevillée au corps, mais attachée aux mains. Pascal, ouais. Marie-Claire. On dit souvent que tout est une question de motivation, mais là c'est un très très bel exemple. Pour le coup, ça va loin. Heureusement qu'il ne s'est pas cassé une cheville. Non. Ah oui.
Ça serait très embêtant. Antoine. Et puis l'Australie est vice-championne olympique justement de hockey sur gazon. Donc il est impossible à Tokyo, pour lui. Et donc là, il voulait absolument viser le titre en 2024 à Paris. Donc il s'est dit là, impossible. On a déjà loupé le coche en 2021 cette année. Même avec un doigt en moins, on va le faire. En tout cas, ça prouve la motivation des sportifs quand ils préparent les jeux et la volonté qu'ils ont de les faire. Ouais, mais enfin là, ça va quand même très très loin. Il faudrait presque un psy pour comprendre cette raison-là. Peut-être qu'il sera en capacité de nous expliquer sa démarche, mais effectivement, Matthew Dawson. La rareté des Jeux Olympiques tous les 4 ans fait que parfois certains sont prêts à beaucoup de choses pour y participer et aller décrocher le Graal. Ah, ça c'est sûr. Alors dans un instant, on va continuer d'évoquer tout cela. On va juste après la pause, dans un instant, on va faire les débats. Alors attendez, parce que c'est notre conducteur qu'on prend en main aujourd'hui. On est en rodage, comme on dit. Dans un instant, juste après la pause. Merci David. On vous retrouve tout à l'heure pour le quiz. On est d'accord ? On est d'accord, pas de Vous problème. avez révisé les JO, le sport, tout, parce qu'il y a plein de questions pièges que même nous on n'arrivera pas à répondre, je suis sûre. On verra ça. Allez, merci David, vous revenez tout à l'heure, vous êtes notre auditeur du jour sur Sud Radio du côté de Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Dans un instant, si vous n'êtes pas à Paris, on va vous demander certainement à quoi ressemble la capitale à 4 jours de la cérémonie d'ouverture. Eh bien, on a envoyé notre city reporter Clément Barguin visiter, on va dire, le côté Paris, le pile, et le côté face, parce qu'il y a 2 visages en fait de Paris quand vous arrivez, je peux vous le dire, parce que moi aussi je viens d'arriver à Paris, et on parlera également des 3 mots des JO ce soir avec vous. Antoine, c'était quoi vos 3 mots ? Sécurité, basket et Platini. Très bien. On va voir ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix du collectif des champions et championnes françaises, Pascal Ouzan, double champion du monde de tumbling, Marie-Claire Restou, championne olympique en judo. Atlanta 1996. Ça reste toujours là ? Oh, ça restera jamais dans la mémoire. Elle est où la médaille, Marie-Claire ? Ah, elle est bien cachée ? Oui, elle est bien rangée. Ah, parce que certains les perdent, certains se les font voler, mais oui. Double tour, c'est ça ? Pascal ? C'est Jean-Luc Crétier, quoi. Il s'est fait voler sa médaille. Ouais. Et moi, la mienne, elle est en lieu sûr. Ah, on va pas demander où elle est, évidemment. Ah bah non. Évidemment. Dans un instant également, on va voir Philippe Candeloro qui va nous rejoindre tout au long de cette Olympiade, cette séquence olympique, ces Jeux de Paris 2024. On sera avec vous, les membres fondateurs du collectif des champions et championnes françaises. Un petit mot, Pascal. Le collectif s'est créé. En fait, vous êtes plus de 500 athlètes français. Plus de 600 maintenant. 600. Pardon, j'en étais restée à 500. Des athlètes, des légendes. Moi, je dis des légendes, mesdames, messieurs, des légendes du sport français. Vous êtes fédérés en collectif pour une cause qui vous est importante. C'est votre avenir aussi. Vous êtes, on va dire, ceux qui ont ouvert la voie pour les JO, pour le sport, qui ont donné envie, Marie-Claire. Et l'État, pas forcément toujours très bien au rendez-vous pour vous. Oui, c'est-à-dire que tous les champions qui se sont formés en collectif, à l'initiative de Pascal, parce que en fait, le monde du sport est un petit monde et on se connaît tous, et on s'est aperçu à l'occasion de la réforme sur les retraites l'année dernière que finalement il y a un petit truc qui était passé presque inaperçu, et quand on s'en est aperçu, on s'est dit mais mince, et nous ? Et en fait, aujourd'hui, tous les champions qui ont représenté la France, qui ont fait vibrer la Marseillaise, qui ont porté haut et fort les couleurs de la France, n'ont pas cotisé pour leur retraite pendant qu'ils étaient athlètes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, on est nombreux à être dans des situations précarisées. Devant le micro, Pascal. Pardon. On parle de précarité. Bien sûr, pour certains, Ouais, il carrément. faut quand même comprendre que tous les sportifs, ou les champions, ou même que des sportifs de haut niveau, quand je dis que c'est pas péjoratif, parce que certains se disent oui, le collectif, c'est les champions championnes, on représente déjà une population de entre 35 et 50 000 personnes, qui représente les générations de 82 à 2012. Et il y a pas que dans les champions, il y a pas que des gens qui ont beaucoup d'argent, donc c'est des gens qui ont finalement beaucoup investi pour préparer les Jeux Olympiques ou les grandes compétitions, et qui se retrouvent de ce fait en manque de trimestre, et en manque conséquent de trimestre. C'est pas 2, 3, c'est plutôt 20.
entre 17, 15, 20. Et ça, quand on arrive à la fin de l'histoire, entre nous... Et donc si la retraite à 62 ou 64 ans, ça nous fait beaucoup rire, parce que pour nous, c'est plutôt 67, voire plus. Voilà. Alors on pourrait penser que vous êtes en super forme, parce que vous êtes des grands sportifs, hein. Mais il y a des séquelles aussi, hein. Il y a des traumas, c'est ça? Alors, on est globalement... plutôt bien. Ouais, ça va. Moi, ça va. J'ai été épargnée, malgré que je fasse un sport de combat. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ces Jeux de Paris là qui vont démarrer, vous en êtes finalement les fondateurs, les précurseurs, parce que vous avez lancé aussi des athlètes qui ont brillé, et puis derrière on s'est dit on va faire une candidature, et puis ça fait partie de l'héritage. Alors moi, j'ai presque une double casquette, puisque quand j'étais conseiller du président Chirac, j'ai aussi porté la candidature de Paris 2012. Et donc j'espère que en tant que sportive, j'ai donné envie à plein de jeunes filles de faire du sport, plein de sport, et d'aller gagner des médailles. Et on a aussi contribué en tant que première candidature 2008-2012 de poser les fondements de la candidature Paris 2024 qu'on va avoir le plaisir de vivre cet été. En tout cas, c'est grâce à toutes ces générations, si on a commencé à évoquer les problématiques de statut du sportif de haut niveau, et puis de tous les droits qu'ont pu se greffer après derrière. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on n'a pas une scolarité comme les autres, on rentre pas dans le marché du travail de la même façon, et vous êtes d'une génération où le sport amateur était dominant par rapport au sport professionnel. Complètement. Et il l'est toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui il y a un peu plus d'aides qu'à notre époque. Et puis à notre époque, même si on avait des aides, on ne cotisait pas forcément sur ces aides, donc d'où le manque de trimestres aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Il y avait un système qui avait été mis en place dans les années 90, d'aides personnalisées. Et même en 93 de mémoire, il y a eu un contrôle URSSAF sur le CNOSF qui versait ces aides personnalisées. Ouais. Donc tout a été fait pour que les cotisations sociales ne soient pas payées. Allez, finalement on en parlera de ce qui se fait aujourd'hui avec la présidence d'Emmanuel Macron. Il a visité, ça sera tout à l'heure à 18h40. Il a visité ce matin le village olympique. Ça sera notre deuxième débat. Est-ce qu'il en a fait assez pour le sport français, à la fois le sport de haut niveau, mais j'allais dire le sport pour tous, le sport santé, toutes ces choses-là, quel est quelque part son propre bilan avant de parler du bilan de nos sportifs au cours de la compétition. Alors je vous le disais, il y a les 3 mots des JO, et ça c'est Antoine Mazer qui est chargé de ça tous les jours, de nous mettre un petit coup de projecteur sur ce qui buzz ou ce qui a marqué l'actualité. Et donc vous avez parlé basket, sécurité et Platini. On commence par basket, Antoine. Oui, inquiétude. On va parler d'abord d'une inquiétude autour de l'équipe de France de basket masculine. Hier soir, les Bleus ont signé une 4e défaite en 4 matchs de préparation face à l'Australie. 82-83, c'était sur le fil, mais les Bleus ont enchaîné une 4e défaite. Les Bleus emmenés par Victor Wembanyama n'y arrivent pas. Mais pour autant, la star française, pour lui, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On sera prêt dans 6 jours. Et il n'y a vraiment aucune inquiétude. On a fait le choix d'avoir une préparation dure. Et je pense que ce qui est très positif, c'est qu'on a une grande marge de progression. Donc je m'en fais pas du tout, et je sais qu'on sera prêt le jour. Les Bleus débuteront leur tournoi samedi à 17h15 face aux Brésiliens, puis face au Japon, et pour terminer, face aux champions du monde, les Allemands. J'ai une question, mesdames, messieurs. Est-ce que quand vous faisiez des prépas et que vous étiez pas bon juste avant un grand événement, c'était bon signe? Oui. Oui. Moi, j'ai jamais été bonne à l'entraînement. J'ai jamais été la fille des petits événements. Par contre, j'ai toujours été la fille des grandes compétitions, des championnats du monde, des Jeux olympiques. Et donc, tout est une question de motivation. Et quand il y a une grosse médaille, un gros enjeu, il y a des gens qui savent se dépasser. Il y en a d'autres qui savent pas. Et puis il y en a, et même s'ils sont pas bons à l'entraînement, la compétition fait qu'ils trouvent des ressources qui les font gagner et qui les font battre leurs adversaires. Alors, moi, j'ai pas fait les Jeux, mais préparation de championnat du monde, c'est pareil. C'est jamais très bon d'arriver en position de leader dans des compétitions comme ça. Ah, mince alors. Non, parce que regardez, moi, je me rappelle de certains biathlètes Monsieur Poiret, qui avait été 5 ou 6 fois champion du monde, qui a jamais réussi à faire sa médaille aux Jeux. C'est compliqué parce que vous avez tous les médias derrière vous. Il y a une grosse pression. Et Philippe va nous en parler. Ouais, il en parlera. On est en train de récupérer Philippe Candeloro. On raconte tout, les coulisses de tout ça. On va continuer avec nos 3 mots de l'info. On va parler de la sécurité, Antoine. Et plusieurs centaines d'agents de la sécurité privée doivent encore être recrutés pour les JO. C'est le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, qui a annoncé ce matin sur Radio Classique qu'entre 200 et 300 agents de sécurité privée doivent encore être embauchés avant vendredi. Avant vendredi. La question de la sécurité privée préoccupe depuis des mois le comité d'organisation des JO, qui a évalué le nombre nécessaire
d'agents de sécurité entre 18 000 et 22 000 personnes au plus fort de l'événement. Donc on postule où? Comment on fait? Vous savez? Non. Eh ben pour l'instant non. Pour l'instant, c'est pas que ça m'intéresse, mais c'est quand même des gens qui ont un diplôme. C'est quand même des gens qui sont vérifiés et qui ont une carte professionnelle. Pas n'importe donc qui. Ils sont en train de chercher, mais quand même, il disait ce matin, Marc Guillaume, que ils sont pas très loin. 200 à 300, c'est quand même très proche. Il y a une semaine, ils en cherchaient 900. Donc on n'est pas très proche du compte. On devrait y arriver. Très bien. On a quand même pu observer des renforts européens sur le territoire. Oui, absolument. La Guardia Civile, j'ai croisé la Guardia Civile hier à la gare de Lyon. C'est sympa de se faire contrôler par des Espagnols dans les rues de Paris. Oh, ils m'ont pas contrôlé, mais j'ai vu qu'ils étaient présents et qu'ils occupaient le terrain. Et on a le dernier mot, c'est Platini. Et Michel Platini boycottera le tournoi de football des Jeux Olympiques. Dans un entretien accordé à nos confrères de Midi Libre, la légende du football français, Michel Platini, a expliqué qu'il ne regarderait pas les matchs du football du tournoi olympique. Il confie, cela ne m'intéresse pas. L'équipe de France olympique, le football n'est pas un sport olympique. L'ancienne gloire de Saint-Etienne assure que le football sert à remplir les stades des JO, car c'est le football qui fait le plus de spectateurs. Pour lui, si le football n'est pas intéressant aux Jeux Olympiques, c'est aussi à cause des sélections des joueurs. La FIFA n'a jamais rien voulu faire pour que les meilleurs joueurs soient là. On a le droit à des équipes B, C, voire D. Cela n'a aucun intérêt. On rappelle que l'équipe de France débutera son tournoi mercredi au stade Vélodrome de Marseille à 21h face aux États-Unis. Ah bah ça c'est dit, hein. Il a lancé le lance-flamme, Michel Platini, Pascal Aigouan. Ça rejoint ce que disait Nelson Montfort il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait des sports qui peut-être n'avaient pas quelque chose à faire aux Jeux Olympiques, comme le football, si évidemment ils ont une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, enfin des compétitions qui leur sont propres, au rugby, basket. Alors je sais pas, moi j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques c'est d'abord fait pour tous les sports olympiques amateurs, gym, natation, des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Et là ils ont toute leur place. Et c'est vrai qu'on parlait d'Mbappé et Griezmann au final pendant des mois, et puis au final ils seront pas là. C'est pas les meilleurs joueurs de l'équipe de France. Exactement. Moi ce que je trouve c'est que des joueurs aimeraient peut-être y aller, mais en tous les cas les clubs les libèrent pas. Enfin on sait pas trop bien qui vient composer ces sélections nationales. Et à l'inverse, sur le rugby, on a Antoine Dupont qui s'est fait une fierté de participer au tournoi olympique en rejoignant les rangs du rugby à 7. Et ça, c'est plutôt... moi, je trouve ça hyper sympa. Rapprochez-vous bien du micro. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, c'est pas du rugby à 15, c'est du rugby à 7. C'est notre spécialité de rugby. Donc là, c'est le même sport sans être le même. Mesdames, messieurs, nous avons retrouvé Philippe Candeloro qui est avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Notre autre vraie voix du collectif des championnes françaises. Est-ce qu'il y a besoin de vous présenter? Vous êtes où là, Philippe? On vous voit présentement dans un transat. C'est pour ceux qui n'ont pas l'image. Un transat en plein milieu de la plaine, si vous voulez. Justement, dans 48 heures, ils vont annoncer officiellement certainement la candidature de France 2030. Ouais. Et je serai certainement sur place, puisque la Tarentaise fêtera aussi cet événement officiellement là dans 48 heures avant l'ouverture de Paris 2024. La France qui devrait organiser donc les Jeux d'hiver. On y reviendra mercredi. Tout va bien, Philippe? Bah écoutez, en vacances, donc tout va bien. Hein. On l'a un peu dérangé, je crois. Allez, en tous les cas, c'est sympa d'être avec nous, d'être dans cette première émission des vraies voix des JO sur Sud Radio. Alors, on faisait le tour de table des 3 mots de l'info avec Antoine Mazère, mais beaucoup se demandent à quoi ressemble vraiment Paris pour ceux qui vont venir, parce que 3/4 des billets des JO ont été vendus quand même à des Français. Donc, c'est quand même une grande fête populaire française aussi. Donc, beaucoup de gens vont, comme on dit, monter à la capitale pour venir voir les compétitions. Et donc, mon cher Clément Barguin, bonsoir. Bonsoir. On vous a confié une mission aujourd'hui, c'est de sillonner Paris, nous faire une carte postale de ce Paris, en fait, à 2 visages. J'ai presque envie de dire, il y a des millions de barrières qui ont été installées, il faut des QR codes à présenter, des périmètres de sécurité, tout ça fait très peur. La plupart des gens, enfin, en tous les cas, il y a des gens qui grognent un peu dans tout le cœur de Paris. Comment ça s'est passé? Parce que la plupart ne s'attendaient pas à de tels désagréments, en fait. Ouais, on va pas se mentir. L'hypercentre de Paris en ce moment, il est un peu sous cloche, barricadé. Pour accéder aux abords de la Seine, il faut passer de nombreux points de contrôle, présenter son QR code. Tout déplacement doit être justifié. Résultat, le cœur de la capitale est quasi désert, avec des commerçants comme Isabelle qui attendent désespérément les clients. Elle est vendeuse dans une boulangerie à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. C'est long, très long. On est un peu en prison. Il n'y a plus de touristes. Donc c'est très compliqué. Pour nous, les Jeux Olympiques, c'est festif, quoi.
Là, en l'occurrence, c'est d'une tristesse sans nom. C'est la désillusion, ouais. Voilà, pour l'instant, la désillusion, ça va sans doute démarrer après. Mais c'est vrai qu'à 4 jours de la cérémonie d'ouverture, les commerçants et les restaurateurs tirent la langue. Céline, par exemple, qui a un établissement quai de la Tournelle, ne fait quasiment aucun couvert. Les grillages comme ça fait un peu comme si on était parqué dans les cages à poules. Nous, on pensait que ça allait être une grande fête, qui allait avoir beaucoup de monde, et finalement, on perd quasiment 50% de notre chiffre d'affaires. J'ai 10 personnes le midi, 15 le soir, si tout va bien. Elles ont du mal à passer, même avec un QR code. Voilà, des touristes pas toujours très bien informés, un peu perdus, faut le dire, au milieu de ce labyrinthe géant. Certains restaurateurs ont tout simplement décidé de baisser le rideau. C'est le cas d'Alexis, qui espère qu'il y aura des compensations financières. Une commission doit se tenir en juin 2025. C'est une fermeture pour nous. Ça représente quand même 40 à 50 000 euros. Sur l'année, c'est assez énorme, parce que sur une semaine comme ça, ça peut réduire drastiquement nos bénéfices sur un an. Donc oui, on attend beaucoup de cette commission, en tout cas, pour essayer justement de limiter la casse. Restaurateurs, commerçants, mais aussi les riverains. Ces installations liées à la cérémonie d'ouverture paralysent tout le centre de Paris. Michel, lui, il vit sur l'île Saint-Louis. Il est entouré, l'île Saint-Louis, qui elle aussi est entourée de ces grandes grilles métalliques. On est replié dans notre village, et bientôt on pourra faire du tam-tam pour attirer les gens. Et puis on se met derrière les grilles et on attend les cacahuètes. Les cacahuètes. Au moins, Michel, il parle vrai sur Sud Radio. Des riverains un peu amers qui ne pourront pas assister à la cérémonie d'ouverture. Ça, j'en ai vu beaucoup qui sont vraiment déçus de ne pas être conviés. C'est le cas de Didier, qui lui aussi vit sur l'île Saint-Louis. On se sent effectivement exclu de cette fête. Donc il faut être invité, il faut avoir des QR codes, il faut avoir des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de colère en fait. C'est dommage parce que c'est notre fête, c'est fabuleux. Les JO dans un pays, c'est extraordinaire. C'est le sport, la ferveur, des valeurs, etc. Donc c'est plutôt très positif, mais on se sent un peu exclu. Voilà, il faut le rappeler, ce large périmètre de sécurité aux abords de la Seine, il doit être partiellement levé après la cérémonie d'ouverture. Les commerçants comme les riverains que j'ai pu rencontrer espèrent que la vie va rapidement reprendre son cours dès ce samedi, et que l'ambiance festive des Jeux qu'on attend tous s'empare enfin du cœur de la capitale. On verra ça les prochains jours. Bilan dès le week-end prochain, de toute façon, ça va être très clair. Vous avez connu une telle ambiance? Vous vous attendiez à ça, Marie-Claire et Pascal? Non, moi, et Philippe? Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Effectivement, Paris, c'est un terrain de jeu qui est assez concentré. Les raisons et la sécurité prévaut pour ce genre d'événement. Sortir la cérémonie d'ouverture d'un stade pour le mettre sur la Seine, c'est un enjeu majeur. Effectivement, on espère que d'ici samedi, qu'à partir de samedi, les choses, la mayonnaise va prendre, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voit surtout les contraintes, mais on voit pas encore les festivités. Mais ce qui est incroyable, Pascal Aizouan. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'à la base, je me rappelle, moi, la candidature, c'était on veut faire des jeux populaires, et des jeux pour les sportifs, des jeux pour le peuple. Et en fait, et c'est vrai que de sortir par exemple la cérémonie du stade, on était limité à 80 000 places, on pouvait faire beaucoup mieux. Sur les champs, on peut accueillir 1,5 million de personnes. Là, et en fait, on s'aperçoit que tout ce qui a été imaginé a été très bien imaginé, mais sur le terrain, finalement, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est plus compliqué. Philippe Candeloro, est-ce qu'à la Plagne, on sent la fièvre des JO monter? Bon, je dirais que beaucoup en fait de nos concitoyens français, dès qu'on n'est pas parisien, en fait, on n'a pas l'impression. D'ailleurs, les Parisiens ont beaucoup fui la capitale. Je pense qu'ils sont en panique de la galère que ça va être pour circuler dans Paris. La cérémonie d'ouverture, on en parlait, ça va être un truc extraordinaire parce qu'effectivement, artistiquement parlant, c'est une idée extrêmement originale. J'aurais certainement eu la même si j'avais été directeur artistique de cet événement. Après, c'est vrai que sur le terrain, comme le dit Pascal, on voit bien qu'on est limité, parce que pour gérer la sécurité, ça devient problématique. J'espère surtout que les Parisiens et les Français vont pouvoir circuler librement à partir de samedi, quand la cérémonie d'ouverture sera passée. Est-ce que Paris va redevenir en fait une ville ouverte, comme on peut le vivre dans toutes les capitales qui accueillent les Jeux Olympiques habituellement, ou après effectivement c'est plus la fête. Et dernier point, c'est que si vous n'êtes pas accrédité lors de Jeux Olympiques, souvent en fait vous êtes un peu exclu de la fête. Donc aujourd'hui, même ceux qui ont des billets, ça va être un parcours du combattant aussi pour participer à cette belle fête, tant qu'ils ne seront pas arrivés dans le lieu où vont se dérouler les événements pour lesquels ils ont acheté des billets.
Eh ben, on va voir dans un instant aussi si cette fièvre, elle se passe pas finalement ailleurs. On va aller à Marseille dans un instant, la fièvre des JO, parce que ça concerne plusieurs villes en France, également l'outre-mer, puisqu'on sait que les épreuves de surf se font du côté de Tahiti. Est-ce qu'on sent monter la température de ce côté-là? On va y revenir dans un instant avec nos vraies voix des JO. Ce soir, Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou et Pascal Eouzan. Merci mon petit Barguin, mon petit Clément. À bientôt. Dans un instant, on se retrouve avec les voix des JO sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Avec nos vraies voix du jour, Pascal Eouzan, Marie-Claire Restou, Philippe Candeloro, tous membres du collectif des champions et championnes françaises. On redonne les palmarès rapidement. Pascal, double champion du monde de tumbling. Marie-Claire Restou, championne olympique et championne du monde de judo. Philippe Candeloro, vice-champion du monde de patinage artistique, double médaillé aux Jeux olympiques d'hiver. Et donc le collectif des champions et championnes françaises seront nos vraies voix des JO jusqu'à la fin de la compétition. Alors on était à parler de ce qu'on ressentait quand on était du côté de Paris. Cette fièvre, est-ce qu'elle est ressentie finalement ailleurs? Parce qu'à 4 jours de la cérémonie d'ouverture, même s'il y a des compétitions qui vont démarrer un tout petit peu plus tôt, est-ce que cette flamme olympique, elle se dissipe un petit peu partout? On va du côté de Marseille retrouver Adrien Bérard. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Gérant du glacier bio Le Métropole. Vous êtes sur le Vieux-Port à Marseille. Alors Marseille, il y a des compétitions, il y a du football qui va se dérouler sur place. Est-ce qu'on sent cette fièvre Est-ce qu'on sent la fièvre des JO ou la fièvre autour du football? Deux questions en une. En fait, depuis le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme olympique, Marseille s'est complètement embrasée, enflammée. C'est une ville qui est très éruptive, qui apprécie ces grands événements collectifs. Et c'est vrai que sur le Vieux-Port, c'était absolument majestueux, somptueux. Et puis il y avait une très belle symbolique parce que c'est une ville qui a 2600 ans et que la flamme arrive directement de Grèce à Marseille. Ça a beaucoup touché les Marseillais. Et du coup, il y a cette espèce d'attente très sereine et en même temps avec la ferveur que les Marseillais ont l'habitude d'avoir. Avec le foot, bien sûr, vous l'avez cité, également la voile. Sachant que la corniche, depuis 2 ans, est souvent rendue une fois par mois aux Marseillais dans le cadre de la voie est libre. Et du coup, cette corniche qui maintenant accueille la marina, elle a une aura tout à fait particulière, ainsi que le Vieux-Port. Donc oui, il y a beaucoup de joie et il n'y a pas du tout de tension ou d'inquiétude parce qu'à Marseille on ressent pas de limitation, de choses compliquées comme on peut entendre à Paris en ce moment. Ouais. Donc les Marseillais ils sont très très heureux, ils attendent avec joie la suite des événements. Donc ça veut dire vous n'avez pas ce que connaissent finalement vos collègues, on les a entendus il y a un instant avec Clément Barguin, vos collègues parisiens, avec des zones totalement désertiques parce que les contrôles et les mesures de sécurité sont telles que finalement c'est impossible d'y accéder. Vous n'avez pas cette ambiance-là, vous, de votre côté. Tout ça, c'est extrêmement bon enfant. Et je vous dirais que même pour l'arrivée de la flamme olympique, où il y avait quand même eu 200 000 personnes sur le Vieux-Port, c'est jamais arrivé. Moi, j'ai mon glacier qui donne sur le Vieux-Port. Donc, tous les 14 juillet, il y a toujours un monde fou sur le Vieux-Port. Là, c'était presque x2. Enfin, c'était une densité humaine invraisemblable. Mais il y a ce tempérament marseillais qui fait qu'en fait, les choses se passent toujours bien. Il y a eu des filtres de police comme en bonne et due forme, des barrières, etc. Mais finalement, ça s'est assez bien passé. Du coup, il n'y a pas eu de traumatisme. Au contraire, il y a eu une fête très réussie en mai, et donc les gens sont très sereins. Il n'y a pas d'inquiétude. Au contraire, il y a juste une joie presque enfantine de voir arriver les Jeux. Christine, Pascal Eouzan. Ouais. Marseille, c'est la famille. Ouais. C'est la famille du sport. On aurait dû faire les Jeux à Marseille, en fait. Non, je plaisante. Vous avez quoi, les compétitions de foot qui démarrent? J'ai pas regardé le calendrier, mais ça arrive très vite. Mercredi. L'équipe de France, justement, qui va ouvrir face aux États-Unis à 21h. C'est l'équipe de France, en plus. Allez, les Bleus. Le foot, c'est un sport olympique ou pas, vous, Adrien, Marseillais c'est le sport absolu, indétrônable à Marseille. Donc il est très olympique et puis c'est l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, oui, c'est un sport olympique. Ouais, il y a la voile aussi. Il y a la voile. Attends, il y a Philippe Candeloro également. Vas-y, Philippe. Non, j'ai une petite question à notre ami marseillais. Si on vous avait donné le choix entre choisir le football aux Jeux Olympiques ou la pétanque, vous auriez choisi quoi? Le gros ballon quand même, la taille ça compte. Ah ouais, comme quoi. Sachant qu'il y a du foot toute l'année du côté de Marseille, je trouve que moi j'ai milité pour que la pétanque soit aux Jeux Olympiques de Paris 2024 par exemple.
Je pense que. Et puis qu'elle soit à Marseille aussi, ça aurait été une bonne idée, c'est vrai. Et du coup, tu pointes ou tu tires? Ça dépend avec quel partenaire. Voilà, c'est du côté de Marseille. Vous êtes sur le Vieux-Port directement Directement sur le Vieux-Port, exactement à la sortie du métro. Si nos auditeurs viennent chez vous, le Glacier Bio, en disant les vraies voix Sud Radio, vous leur faites une petite ristourne, hein? Ah oui, s'ils me disent ça, j'en fais une petite réduction. J'ai une petite promotion, c'est vrai pour les pompiers, pour les gens qui vont visiter les calanques, et puis pour les auditeurs de Sud Radio, puisque vous me l'avez demandé très, très gentiment, et je suis d'accord pour faire ça. Allez, c'est le Glacier de Bio, en plus c'est des bonnes glaces, du bio, c'est le Métropole, c'est sur le Vieux-Port de Marseille. Merci beaucoup Adrien, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix ce soir pour nous faire vivre cette montée en tension finalement des JO. C'est plutôt une bonne nouvelle que finalement dans les grandes villes ça se passe plutôt pas mal, enfin en tous les cas on attend ça avec impatience. Oui, j'ai l'impression que c'est vécu très différemment à Marseille qu'à Paris. Mais parce que on est à Marseille. Comme le disait, apparemment ils ont quand même beaucoup moins de contraintes. Ouais, avec Philippe. À la Plagne, on sent monter la fièvre ou pas du tout? Parce qu'il faut monter un peu. Non, je pense pas sur les. Je pense que pas sur les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Je pense que s'il y a beaucoup de gens dans la station en ce moment, c'est peut-être parce que justement à la fin de la semaine, il y a une grosse compétition de trail qui va se dérouler là, samedi et dimanche. Et puis il y a cette fameuse journée mercredi qui va annoncer officiellement en fait la candidature de France 2030 pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Donc là, je pense que les gens sont plus ici version relax. Je pense que beaucoup de gens vont regarder la cérémonie d'ouverture vendredi à la télévision, parce que de toute façon, je pense que c'est peut-être le meilleur endroit pour vivre cette cérémonie, même si le live aurait été quand même... Ça aurait été forcément génial de le suivre en direct, mais je pense que ça va être quand même assez galère pour ceux qui vont y participer en live de s'y rendre, parce que il va falloir y être longtemps à l'avance, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça va être un parcours de taré pour être assis peut-être à voir les bateaux qui vont passer. Ça va être super, l'ambiance va être super. Maintenant, ça va être un coup à payer, quoi. Il va falloir être patient. Ouais, je te remercie, Phil, tu me motives vachement là. Oui, parce que Pascal Ouzan, il va y être. On lui passera un petit coup de fil. Et moi aussi, normalement. Et vous aussi, Marie-Claire. Donc vous nous raconterez en direct combien de temps avant vous êtes. Ouais, mais c'est des vrais sportifs. C'est pour ça ils ont dit on va se remettre en selle. Allez, ça fait 20 ans qu'on n'a pas vécu les Jeux. Sur le message qu'il nous a envoyé, il y a marqué que pour les enfants ou les personnes âgées, nous commence à devenir des personnes âgées, il fallait faire attention parce qu'on allait rester debout longtemps. Ah oui, c'est ce qu'il vous a envoyé comme message avec je ne sais pas encore. Alors Philippe avec ses hanches en plastique, je te dis même pas. Qu'est-ce qu'on dit sur cette fièvre, Antoine, sur nos réseaux? Oui, on vous a posé la question sur le compte X de Sud Radio. Vous pouvez réagir avec nous. Ressentez-vous la fièvre des Jeux Olympiques? Et le score, il est sans appel. C'est non à 96,9%. Pour l'instant, les auditeurs ne ressentent pas cette fièvre des JO et oui à 3,1%. Bon, attendons la cérémonie d'ouverture et puis avec les vraies voix des JO, ça va faire monter l'ambiance. Alors moi, j'ai un mot à dire là-dessus, j'ai le droit ou pas? Ah bah bien sûr, parce que moi la seule fièvre que je ressens avant les Jeux, c'est celle des syndicats qui sont vachement montés en température depuis peu de temps là et qui en profitent un peu du système. De la fête des Jeux Olympiques pour revendiquer tout un tas de choses qui sont hors cadre du sport. Et moi, je trouve que les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport. Alors, bien évidemment, il y a plein de problèmes autour dans la société française, mais pour une fois, pendant un mois, si on pouvait parler que de sport, ça serait super. D'ailleurs, ça va pas tarder. J'ai vu qu'il y avait un préavis de grève qui avait été déposé par un syndicat minoritaire, mais du côté des aéroports de Paris pour le jour de la cérémonie d'ouverture vendredi. Donc ça peut avoir aussi une incidence puisque il y a eu déjà des accords qui ont été donnés sur cette fièvre du côté de Saint-Gaudens. Notre auditeur du jour, David, est-ce qu'on sent monter la fièvre à Saint-Gaudens? Je connais bien Saint-Gaudens. Est-ce qu'on sent cet engouement autour des JO? Est-ce qu'on les attend? Alors je vais être honnête avec vous, pas vraiment, non, pas vraiment. Bon, d'autant plus que vous connaissez le secteur, nous on est très très éloigné de Paris, donc c'est pas arrivé jusqu'ici. Par contre, je pense qu'on va vraiment regarder certains sports qui nous touchent plus particulièrement et d'ailleurs qui commencent aussi mercredi, c'est le rugby à 7. On se refait pas, David. Non, on se refait pas. Bon, d'autant plus que nous, si on doit vraiment parler sport, je pense que cette année, on n'a jamais de overdose, mais avec le Stade Toulousain, je pense qu'on a déjà eu nos médailles olympiques, si je puis dire. Mais non, pour revenir à l'engouement, franchement, je vois autour de moi, il y a pas un engouement réel. Alors peut-être que ça va démarrer quand les Jeux vont vraiment démarrer,
Mais là, à l'heure actuelle, pas spécialement, quoi, pas spécialement. Vous dites, vous attendez le rugby. Est-ce que l'apport, par exemple, des sportifs de renom dans le basket, dans le rugby à 7, il faut des figures aussi qui donnent cette espèce de montée en tension. Est-ce que vous avez connu ça, vous, dans votre carrière, Marie-Claire, par exemple? Oui, je pense que ça fait partie, évidemment, de l'engouement. Aujourd'hui, ceux qui sont, à mon avis, dans les starting blocks, c'est en premier lieu les sportifs, derrière tous ceux qui les soutiennent. Hein. Je pense que tous ceux qui ont des sportifs qui vont concourir, ils ont hâte d'y être pour les encourager et les supporter. Et puis petit à petit, ça va peut-être... voilà, la mayonnaise va peut-être prendre. C'est dès que les Français vont gagner, dès que les Français vont décrocher. Je pense qu'avec les premières médailles... Ça va monter plus facilement. Puis la magie des jeux, moi je regarde le rugby, on regarde tous les sports bien évidemment, mais la magie des jeux, c'est que du jour au lendemain, n'importe qui peut devenir une star dans d'autres sports dont on n'a pas l'habitude de voir à la télé, que ce soit la gymnastique. Moi, je vous invite clairement, parce que ça passe un petit peu inaperçu, parce qu'elle est toute petite, mais je pense que Simone Biles va venir pour 5 médailles d'or. Là, on a déjà 30 au monde, je sais plus combien aux Jeux Olympiques. Ça va être une des plus grandes athlètes des Jeux Olympiques de peut-être du siècle. L'américaine en gym, Simone Biles. Ouais, tout à fait. Philippe, la réussite, finalement, cette fièvre qui pourrait s'emparer du pays, nous faire penser à autre chose, est-ce que ça dépend inévitablement des résultats, des médailles des sportifs français, ou les Jeux, ça reste quand même malgré tout un spectacle unique qui enflamme, quoi qu'il arrive, le public? Alors, j'ai beaucoup entendu de personnes qui disaient qu'on n'était pas un pays de sport. Moi, je trouve que c'est assez faux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le sport, ne serait-ce que pour le bien-être. Après, au niveau des Jeux Olympiques et en ce qui nous concerne, je pense que ça va être aussi dépendre beaucoup des médias, de comment ils vont relayer en fait les informations. Je crois que France Télévisions a mis un dispositif monstrueux pour cette échéance de Paris 2024. Donc, on va pouvoir voir sur, je crois, 2 chaînes simultanées. Des chaînes de sport dédiées au sport toute la journée. Donc les gens vont pouvoir choisir en fin de compte des disciplines qui n'étaient pas le cas jusque-là, quoi. C'est-à-dire que vous étiez obligé de manger ce que France Télévisions vous donnait à l'antenne. Aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir les plus choisir avec des streamings et des choses comme ça qui vont vous permettre de suivre les étapes que vous vouliez voir. Et ça va peut-être avoir un engouement supplémentaire par rapport à ce qu'on avait habituellement. Oui. Ça veut dire aussi, Philippe, même question qu'avec Marie-Claire. Pascal, tu n'as pas fait de JO en tant qu'athlète de ton côté. C'est mon plus grand regret. Mais est-ce que quand on arrive aux Jeux Olympiques, Philippe, on sent cette espèce, et que c'est un pays étranger, puisque ça fait 100 ans qu'on les attendait pour les Jeux d'été en France, est-ce qu'on sent cette espèce d'adrénaline? On se dit, là, on arrive dans une autre dimension? Je dirais que c'est pire que ça, parce qu'en fait, quand on vient essayer de défendre un titre ou quand on veut essayer de gagner une médaille olympique, qui est un petit peu le graal d'une carrière d'un sportif de haut niveau, on peut être 5 fois champion du monde, mais tant qu'on n'a pas été champion olympique ou médaillé olympique, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que les Jeux olympiques, ça fout une pression telle, parce que c'est une fois tous les 4 ans, et c'est aussi une compétition qui permet peut-être aussi de mettre un point final à toute sa carrière. Donc, quand on la finit pas bien, c'est un petit peu dommage, quoi. Ça vous coupe un petit peu de tout ce que vous avez pu donner pendant des décennies, quand vous avez commencé très jeune. Et c'est vrai que c'est cette pression-là, en fait, qui est tellement flippante, mais tellement aussi encourageante quand vous avez le public derrière vous, votre famille. Et là, notamment, je pense aux athlètes français qui vont avoir peut-être la chance s'ils ont eu des billets, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas le cas non plus. Imaginez le parent qui a acheté un billet pour voir son gosse ou sa gamine atteindre la finale qui aura lieu peut-être dans une semaine et demie, que finalement la personne se fait sortir une semaine avant, quand c'est des sports où justement on doit se qualifier. Bon, là en l'occurrence, je pense que pour les athlètes français, ça va être une fête extraordinaire, et cette pression va doubler parce que justement ce sont les familles, ce sont les Français qui vont être derrière les athlètes français. Et quand vous avez cette pression-là supplémentaire, je peux vous dire que ça peut être qui tout double, en fait. Ça peut être soit vous êtes boosté à mort et vous allez tout donner pour faire des médailles, soit ça peut mettre de la pression, et à ce moment-là, si on n'a pas été bien préparé au niveau mental, ça peut être une catastrophe. C'est un monde à part. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment un monde à part. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et très clairement, les Jeux Olympiques, ça a une dimension parce que ça rassemble plus de 200 pays au monde, parce que dans le village olympique, ça parle toutes les langues. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des survêtements de toutes les couleurs. C'est vraiment la magie olympique qui opère.
Et c'est vrai que ça ajoute de la pression parce que la présence médiatique est très très forte à ce moment-là. Et du coup, il faut apprendre à gérer ça. Mais c'est... En tout cas, ça peut donner une motivation supplémentaire pour tous ceux qui ont envie de montrer ce qu'ils valent. Les Jeux Olympiques, c'est un terrain de jeu extraordinaire. C'est autre chose, à mon avis, c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est quelque chose d'unique, mais pour que le public, on a beaucoup parlé de Londres, de ce que ça avait généré dans la population londonienne, des touristes qui étaient venus, du public qui était venu. Enfin, est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui ont enflammé tout un pays parce qu'il organisait les JO plusieurs jours avant? Est-ce que vous avez mémoire de ça? Alors moi, je suis allé à Londres, j'ai été voir l'athlé puis la gym. Et en fait, j'avais été assez surpris parce que dans Londres même, il n'y avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup de communication autour des Jeux. Ça tournait essentiellement sur Crystal Palace. Et là, on rentrait aux Jeux sur le site olympique. C'était un site. Alors que j'ai des copains qui ont fait les Jeux de Séoul, ils disaient que c'était partout, quoi. Enfin, je sais pas vous. Moi, j'ai fait Atlanta, c'était extraordinaire avec la grandeur américaine, du Coca-Cola partout. c'est ça que t'as retenu. Moi j'ai retenu la ferveur parce que les Américains ils sont expansifs, etc. Tout était grand à Atlanta. Les sites étaient grands, le village olympique était immense, sur des hectares, on se déplaçait en petites voiturettes de golf, voitures électriques, tout était grand. Paris, c'est très différent, en fait. Et je pense que chaque jeu est très différent. Marie-Claire, tu parlais de ferveur. Eux, ils ont fait avec du Coca-Cola. Nous, on va le faire avec le vin. Je peux te dire que la ferveur chez les supporters... Attends. Et les résultats, à mon avis, vont pas être les mêmes. Les résultats vont peut-être pas être les mêmes non plus. Mais c'est vrai, en fait, ce qui se passe sur la particularité de Paris 2024, c'est que les sites sont assez éclatés. C'est-à-dire qu'on va avoir des lieux extraordinaires pour des disciplines qui, évidemment, ont été adaptées pour l'occasion. Et ça, je pense que ça rend les Jeux Olympiques de Paris 2024 assez uniques. Sur les Jeux d'hiver, c'est vrai que ça fait plusieurs années et plusieurs Olympiades qu'on vit des sites éclatés parce qu'il y a les skieurs qui sont plus dans les montagnes et puis tout ce qui est patinage, bobsleigh, tout ça, on est un petit peu plus dans la ville dédiée aux Jeux Olympiques. L'un des premiers, moi je dirais les derniers Jeux Olympiques d'hiver qui ont été pour moi une réussite, c'était Sochi. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette grande place olympique Palace, comme on a pu la voir sur Londres, où en fait la réunion de tous les sports, la cérémonie des médailles avait lieu dans ce parc. Donc en fait, quand vous étiez une fois dans ce parc, vous pouviez aller sur plusieurs sites de sport et vous pouviez aussi assister à la remise des médailles le soir même avec une festivité hors du commun. Avec aussi souvenir, Barcelone 92, paraît-il que c'était effectivement une grande fête, mais c'était aussi une autre époque. Là, les contraintes sécuritaires font aussi qu'il y a des mesures qui peuvent surprendre, dérouter. C'est effectivement des jeux uniques au monde tels qu'ils ont été pensés, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation avec ces grilles, ces QR codes, ces zones de sécurité, les grises, les rouges. On verra aussi comment les athlètes et surtout comment le public va s'approprier le fonctionnement de cette ville et des sites olympiques. Pascal, vous voulez rajouter quelque chose? Ce que je trouve juste dommage par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Jeux Olympiques ont été inventés pour créer une trêve olympique et qu'aujourd'hui on n'arrive plus à la respecter. Allez, on va se retrouver dans un instant avec notre auditeur du jour. David, vous êtes toujours là depuis Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Prêt à jouer? David, vous avez révisé tout l'historique des Jeux? Sincèrement, pas forcément, mais bon. Il y a des questions. On devrait s'en sortir, quand même. Il y a des questions pour tout le monde. On se retrouve dans un instant avec, on va dire, le quiz le sport. Comment vous l'avez appelé? Le sport pour les nuls, mon cher? C'est vous qui m'avez suggéré ce nom. Donc le sport pour les nuls. Allez, il vous plaît bien. Le sport pour les nuls, c'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Et en compagnie de nos vraies voix des JO, les membres du collectif des champions et championnes français. Ce soir, Pascal Eouzan, Marie-Claire Estou, Philippe Candeloro sont avec nous et ainsi de suite jusqu'à la fin des épreuves aux alentours du 9-10 août. Mais c'est l'heure de notre petit quiz avec David depuis
depuis Saint-Gaudens. David, vous voulez jouer avec qui? Vous êtes d'accord, David? Oula. Alors, allez, je vais choisir le Napoléon du patinage artistique. Parce que moi, si on perd, je sais qu'on va bien rigoler quand même. Donc, voilà. Ouais, c'est sympa. Moi, j'ai rien révisé, moi. Ah non. J'ai rien révisé. Comme ça, on sera deux, mon cher Philippe. Bon, bah allez, on va essayer, vas-y. Alors, on y va. Et les questions, elles ont été concoctées par notre ami Antoine Mazer. Antoine, on vous écoute. Première question, c'est tombé tout à l'heure dans l'après-midi. Les États-Unis ont annoncé leur nouveau porte-drapeau. C'est une légende des États-Unis. Il a 39 ans. Qui est cette personne qui représentera les États-Unis? C'est un basketteur, une immense star du basket américain. Ah non. Il disputera sa 3e Olympiade. Il a participé en 2008 et 2012. 2 médailles d'or avec les États-Unis. Copé, là, quand même. Il évolue aux Los Angeles Lakers. O'Neal. Son prénom, c'est LeBron. Ah, c'est bon. O'Neal, c'est LeBron James. Qui c'est quel point? Il me semble que c'est Pascal et Marie-Claire. Et ben voilà. Allez, 1-0. Il fallait nous choisir. les gars, c'est l'altitude. Et en plus, on se marre. Je suis pas certain. C'est ceux qui sont en montagne, parce que Saint-Gaudens, c'est en montagne aussi. Hein, il y a moins d'oxygène. Il y a moins d'oxygène, c'est plus difficile. Allez, on compte sur vous. Deuxième question. Philippe Candeloro et David, ensemble. Marie-Claire Restou, Pascal Ouzan, ensemble. Allez, on y va. C'est une question règlement. Combien de points il faut pour marquer une manche au tennis de table? Oh, c'est facile. 11. C'est 11. Ben, c'est une bonne réponse pour Pascal, une nouvelle fois. 11 points, j'ai entendu. 11 Il a points. révisé. Et C'est moi qui ai dit 11. J'ai dit 11 aussi. Ouais. J'ai dit 11. C'est moi qui ai dit 11 ou Pascal? Il a peut-être dit avant moi. Pascal d'abord. Alors, Non, on mais regarde toi, la régie. Pascal l'a Le dit problème, avant. moi, c'est que déjà, j'ai un handicap, c'est que je suis pas en studio avec vous. Donc, déjà, sur le temps de réaction, alors on va il y laisser a un petit handicap de deux. D'accord, on va laisser un temps de réaction. Je peux vous poser une question entre juste vous deux pour vous départager. C'est 11 points pour marquer une manche, mais combien il faut de 7 pour remporter un match? 4. Oh. Voilà, là, on voit C'est une mauvaise C'est réponse. 3 normalement. Alors c'est 3. Ah non, 7. Non, Non, 7, c'est quand t'as pris tes matchs gagnants. Non, je prends la première réponse, c'est bien 3-7 aux Jeux Olympiques. Il y a certaines compétitions dans l'année où c'est 4-7, notamment sur certaines compétitions. Mais aux Jeux Olympiques, ça sera 3-7 gagnants de 11 points. Ah ouais, mais tu l'avais pas dit ça, que c'était une différence avec les Jeux. Ah bah si, parce que c'est le quiz JO. C'est le quiz JO. Donc le point à Maxime. Tu vois, comme quoi les Jeux Olympiques, c'est une compétition unique. Donc le point à Philippe. Bravo, Donc ça Philippe. fait un partout. À Philippe et David. La porte-drapeau Mélina Robert-Michon sera la porte-drapeau de la délégation française avec Florent Mendoux. Mais à Paris, la Française disputera sa combienième Olympiade à 45 ans. Oh, je crois que c'est la 3e, moi, non? Il faut une Plus réponse, que ça. il faut un chiffre précis. On a le droit là de le dire ou pas? Il faut dire, on peut dire. Qu'est-ce qu'il dit, mon Toulousain, Saint-Gobain? À Saint-Gaudens, David. Faut le Moi, dire je au dirais micro. 7. C'est une bonne réponse. Que vient, c'est 7e Olympiade. 7e. Pour on en était. Ouais, bravo Marie. Qui a commencé ses premiers C'est Jeux ça Olympiques l'équipe. Donc l'équipe studio, en 2000 à 2 Sydney à 1. et qui fera à Paris sa 7e Olympiade à 45 ans. 45 ans. C'est beau, hein? Ah ouais. Médaillée Ça, c'est d'argent beau, hein, à quand même. Rio en 2016. 2 enfants. Eh, Phil, rapproche-toi de la caméra, ça passera peut-être plus vite le son. Ah oui, je suis pas sûr. C'est une question de réseau, ça. Prochaine question. L'équipe de France de handball a remporté 3 des 4 derniers titres de champion olympique depuis 2008. Mais en quelle année la France a échoué en finale? Et question bonus, c'était contre quelle équipe? Oh là. Depuis Ça, 2008, c'est dur. C'était on a Atlanta toujours gagné. Non, depuis 2008. Depuis 2008. On a toujours Ah oui, pardon. gagné. Alors, ils ont gagné à Tokyo. Ils font c'était 3, juste les barjots font 3. Après, t'as les experts qui doivent Ils gagner. étaient à Londres. À Londres, ils ont gagné aussi. Oui. Non, c'est peut-être à Londres, ils étaient en finale. Ah, Je me demande. Rio. C'est Rio, moi, je pense. Rio, ils ont perdu. Rio, c'est une bonne réponse. Allez, on met un point partout. On met un point C'est un partout. point partout. Hein. Allez. Bien joué. C'était face à qui? Est-ce que vous avez l'équipe? Ça, je sais pas. Danemark. Ah oui. Et vous jouez, vous, Christine Bouillon? Oui, un peu. Donc, de toute façon. Donc un partout.
Oui. Donc la dernière question. Non, il y a 2-1, il y a 3-2. Et 3-2. Attendez, qu'est-ce qui gagne le monsieur qui joue avec Philippe? Avec Philippe, la reconnaissance éternelle. Les glaces à Marseille. Et non, il gagne notre reconnaissance. Et lui, il aura 100% de réduction. Je peux vous faire encore 2 questions. Une question, il peut y avoir un match nul, et si jamais il n'y a pas de match nul, ce sera la dernière question. Attention, rapidité. En combien de minutes se dispute un match de rugby à 7? 10 minutes 10. Non, c'est faux. Je dirais 20, moi. 20 minutes. Non, c'est moins. C'est 15 minutes, c'est moins. 15 minutes. 12. 7 minutes. 7 minutes, non. 13. Non. On va y arriver. C'est plus. 14 minutes, bonne réponse. Demi-temps de 7 minutes pour le rugby à 7. Ah, c'est pour ça le 7, j'avais le 7 en tête, mais c'était la mi-temps. Et en cas d'égalité sur les phases finales, c'est la première équipe qui marque, s'appelle le Golden Score, c'est le premier essai pour passer au tour suivant. Bon, on fait la question qui tue, la dernière. Alors la question bonus, on va essayer de la retrouver, on va la retrouver. Il faut quand même qu'on révise un peu, parce que on a quelques lacunes, mesdames, messieurs, en termes de JO. On devrait avoir des jokers. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Alors attention, soyez prêts. C'est la dernière question. Après, on fait l'info. Quel est l'entraîneur de l'équipe de France de foot pour les Jeux Olympiques? Thierry Henry. Bravo, à l'égalité. Alors bravo. On n'a même pas le temps de dégainer avec Pascal. Il y a aussi David à Saint-Gaudens qui a. Donc alors bon, c'est quand même l'équipe studio, c'est Marie-Claire et Pascal qui remportent, mais d'une courte tête devant nos équipes de montagnards. David à Saint-Gaudens. David, on vous remercie. Merci à vous et bon jeu. Bon, désolé David. Il n'y a pas de souci, Philippe. Vous nous avez donné du bonheur pour autre chose, donc ça va. Mais voilà, t'as quand même toute ma reconnaissance quand même. Je suis énormément touché. Merci beaucoup David, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Et vous ne bougez pas, les vraies voix des JO, Pascal Eouzan, Marie-Claire Estou, Philippe Candeloro, Antoine Mazer qui nous accompagne aussi ce soir. On est ensemble jusqu'à 19h. On va s'arrêter dans un instant pour faire l'info, la météo. Et puis, il n'y a pas que les JO dans la vie. La politique continue encore. Une trêve politique a demandé le chef de l'État, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Avec le nouveau Front Populaire, on va en parler dans un instant, qui se cherche toujours un ou une candidate. Et puis notre deuxième débat, ça sera un peu de la politique et du sport. Quel est le bilan finalement du président de la République, Emmanuel Macron, en matière de sport, pour le haut niveau, mais le sport pour tous aussi. On sera là aussi avec un invité et nos vraies voix du jour. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Les vraies voix Sud Radio, les vraies voix des JO. Pendant 3 semaines avec l'équipe du collectif des champions et championnes françaises. Ce soir, autour de la table, nous avons Philippe Candeloro qui est avec nous, vice-champion du monde de patinage artistique, double médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver. Je rappelle le palmarès de Philippe quand même, parce qu'on le connaît tellement, mais on en oublie presque que derrière, il y a quand même un paquet de médailles. Philippe qui est avec nous depuis la Plagne, Marie-Claire Estou avec nous également, championne olympique, championne du monde de judo et membre du collectif des champions et championnes françaises, et Pascal Eouzan, double champion du monde de tumbling, président fondateur de ce collectif de championnes et de championnes. Dans un instant, on va avec nos invités, on aura notre débat autour de l'héritage finalement de la politique d'Emmanuel Macron en matière de sport. Le président, qu'est-ce qu'il a impulsé, à part évidemment cette question des JO. Philippe, attendez avant de réagir. Attendons, soyez voilà. Et avec Antoine Mazer également en studio dans un instant, on verra aussi ce qui s'est passé dans les coulisses de Paris 2024. Aujourd'hui, beaucoup de monde est arrivé, notamment du côté du village olympique. Mais on le sait aussi qu'il n'y a pas que les JO dans la vie. Emmanuel Macron, encore lui, qui a appelé lors de sa visite ce matin une trêve olympique pour la politique, en matière de politique. Ça faut beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Certains ont dit il a mis le feu aux poudres, et puis finalement il demande maintenant d'éteindre l'incendie. Quoi qu'il en soit, du côté du nouveau Front Populaire, il n'y a toujours pas de candidat unique pour Matignon, puisque Laurence Tubiana a décidé de renoncer à briguer Matignon. Son nom a rencontré, dit-elle, trop d'opposition au sein du nouveau Front Populaire. On est en ligne avec Karima Deli. Bonsoir Karima Deli.
Bonsoir. Ancienne députée européenne écologiste sur le réseau X, vous avez tweeté un message à l'attention de Laurence Tubiana. Vous écrivez comme Madame Bello, vous avez fait l'objet d'une campagne de dénigrement infect, ras-le-bol de cette gauche qui humilie les grandes dames de notre pays. La bataille continue, on a besoin de vous toutes. C'est cette gauche que vous n'aimez pas alors que vous en faites partie, Karima Delli, qui a... D'abord, moi je regrette profondément le retrait de Madame Tubiana. Je trouve ça assez honteux. Vous voyez, cette femme, elle s'est mise au service de la France, de la planète depuis des années. Elle accepte une proposition, c'est de se mettre au service de la France, de la planète et de la gauche. Et la gauche et les écologistes n'ont pas été capables de l'accueillir dans de bonnes conditions. Quelles ont été les raisons de ne pas soutenir Madame Tubiana? Un profil de sérieux, un profil avec un CV multicompétences, qui est capable, avec les accords de Paris, de mettre autant de chefs d'État autour de la table et d'approuver un accord, en fait. Donc moi, je trouve que donner ce spectacle de la gauche n'est pas acceptable. N'est pas acceptable, et je trouve que c'est désastreux, parce qu'on était censé, notamment, avancer vers un espoir. Et là encore, c'est toujours les femmes qui sont victimes, notamment de choix politiques. En même temps, il y a Madame Bello aussi qui faisait pas l'unanimité au sein du Nouveau Front Populaire. Est-ce que c'est une question de femmes ou c'est une question que la gauche n'arrivera jamais à s'entendre sur un nom? Eh ben, c'est une vraie question, mais la gauche doit se poser la question de savoir si elle n'est pas un peu sexiste là, parce que c'est fait 2 fois 2 femmes quand même, hein. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et ensuite, c'est ces campagnes de dénigrement qui sont infectes. On a dit Madame Tubiana était macroniste. Mais attendez, elle a refusé 3 fois ou 2 fois de rentrer dans un gouvernement de Monsieur Macron. Vous voyez, elle a bien dit qu'elle allait appliquer le programme du Nouveau Front Populaire. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle est qu'on est à un point mort. Et donc il faut sortir de cette impasse. Et sortir de cette impasse, c'est trouver des solutions qui sont très fiables. Et moi, je trouve une des solutions serait de faire une liste unique de 6 noms, voilà, et que chaque nom représente la proportionnelle des groupes politiques et les députés du Nouveau Front Populaire pourraient voter. Vous savez, moi, ça fait 15 ans que j'ai été députée européenne. Je sais ce que ça veut dire, le compromis sans la compromission. Vous voyez ? Donc, un moment, pour l'intérêt de la France et de la planète, il va falloir se mettre d'accord. Est-ce que vous êtes comme François Ruffin à dire finalement, on en est à se demander, nous, gens de gauche, si la gauche a envie de gagner? Mais moi, je ne considère pas que le moment est au renoncement. Il y a des millions de Français qui attendent qu'on augmente le SMIC. Il y a des millions de Français qui attendent qu'on revienne sur la réforme des retraites. Il y a des millions de Français qui attendent qu'on ne baisse pas les bras. Donc moi, je ne suis pas encore sur cette volonté de dire il faut renoncer. Moi, je suis pour qu'on aille gagner. Parce que le message qu'on nous a envoyé a été clair. Donc maintenant, le temps n'est plus à la tergiversation, le temps est à l'addition et de trouver réellement la solution dans l'impasse dans laquelle on est. Parmi les 6 noms que vous proposez pour que tout le monde puisse donner son avis, il reste qui finalement au Nouveau Front Populaire, Karima Delli? Ben non, mais ça c'est les partis politiques qui devront choisir une liste de 6 noms proportionnelle selon la répartition notamment du poids politique. Le Parti Socialiste pour avoir 2 personnes, le FI 2 personnes, les Verts 1 personne et le PC 1 personne. Et on pourrait faire même le vote comme on a fait sur la présidente de l'Assemblée nationale. On pourrait même avoir 3 tours s'ils le veulent. Mais en même temps, il faut trouver des solutions. Il y a le 100 mètres au JO aussi qui peut permettre de départager les candidats. Je plaisante évidemment, Karima Delli. Emmanuel Macron... Faites attention parce que vous parlez à une ancienne sprinteuse. C'est voilà. Vrai bah oui, moi pendant très longtemps j'ai fait... J'ai été vraiment très emballée par l'athlétisme et malheureusement j'ai dû arrêter, mais voilà, moi je vais regarder aussi les JO de très près, donc je vais écouter jusqu'au bout votre émission. Voilà. Pascal Eouzan qui a une question à vous poser, Karima Delli, un petit commentaire. C'est pas une question, c'est un petit commentaire. On demande, et notamment pendant les Jeux Olympiques, à l'équipe de France olympique de faire bonne figure et d'avoir des comportements qui sont les meilleurs qui soient pour défendre les valeurs de l'olympisme. Je trouve que certains politiques devraient s'en inspirer.
Ça c'est dit. Oui, Marie-Claire. Une remarque avec beaucoup de recul. C'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs du sport, on les met sur le devant de la scène. Et effectivement, ces valeurs du sport, j'aimerais qu'elles infusent chez chacun de nos hommes et femmes politiques, parce qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement à des élections où les Français se sont mobilisés et derrière, tout parti confondu, ça s'écharpe, ça on n'est pas d'accord, etc. Donc moi je suis une fervente, comme Pascal, je soutiens la trêve olympique, parce que au moins le sport c'est un sujet sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord et où les peuples doivent se retrouver avec des règles et des arbitres. Et donc, si ça pouvait s'appliquer un petit peu plus au domaine de la politique, je pense que les choses seraient beaucoup plus claires. Alors, Karima Deli. Oui, alors moi j'entends bien ce que vous dites, mais il faut pas juste dire cette situation politique, elle est due aux politiques. C'est pas nous qui avons choisi de faire la dissolution. Hein. Moi, j'aurais franchement voulu autre chose. Il y aurait un remaniement ministériel, il y aurait une grande conférence sur la démocratie et la montée de l'extrême droite en France. Il y avait d'autres choix que de la dissolution. Si on est dans cette impasse aujourd'hui, c'est pas le choix de la gauche et des écologistes. On est dans cette impasse parce qu'une dissolution nous a mis au pied du mur avec 2 semaines de campagne. Vous vous rendez compte ? Il n'y a aucune démocratie, aucun pays en Europe qui fait ça en fait. Donc moi je veux bien recevoir toutes les critiques, mais à un moment, il y a aussi les valeurs du sport qui sont fondamentales, mais il y a les valeurs aussi de la République à défendre. Et moi, en tant que pro-européenne, je peux vous assurer que sur les consensus, ça prend plus de 2 semaines. Je vous donne un exemple très concret. Ça peut être polémique ou pas polémique, mais quand je mets en place, et je sais que ça va vous faire plaisir, notamment les sportifs et les cyclistes, quand je mets en place une stratégie industrielle pour les vélos, où dans 5-10 ans, tous les vélos en Europe seront made in Europe, je n'ai pas pu faire ça en 2 semaines ou en 3 semaines. Ce n'est pas vrai. Ça prend 6 mois. Et donc, dans les autres gouvernements, quand on a des gouvernements solides et des coalitions, ça prend 6 mois. C'est des contrats de gouvernement où chacun respecte la feuille de route. Donc là, de demander à une culture française ce qu'elle n'a pas, entre guillemets, dans son adage, c'est très compliqué d'avoir des compromis et de nous demander de faire plus vite que la musique, lorsque nous ne sommes pas aussi dans un système 5e République qui ne nous le permet pas. Mais j'entends bien ce que vous dites. Il y aura les sportifs et avec les valeurs bien sûr les valeurs des sportifs qui sont aussi citoyens. Karima Deli, hein, le sportif, on lui demande effectivement de l'exemplarité, beaucoup de choses également. Dernière petite question, et je demanderai à Philippe Candeloro de réagir également. Emmanuel Macron qui a aussi demandé, alors ça fait peut-être un peu écho à ce qu'on dit ici dans ce studio, une trêve olympique pour la politique à l'occasion de ces JO. Non, vous dites, ou en tous les cas, il faut que, en tous les cas, on continue d'avancer sur les dossiers, ou on attend après? Karima Deli. Moi, je pense que techniquement, il faut véritablement montrer à quel point. Je pense qu'il faut, que à ce moment historique, on l'a dit, hein, en France, permettre aussi, avant l'ouverture des JO, d'avoir réellement des réponses de M. Macron à la politique actuelle. Et parce que justement, ce serait un message envoyé aux Français, mais aussi aux politiques, qui permettrait l'apaisement. Alors moi, je voulais juste dire sur Pascal la période Ozan et Philippe, peut-être un petit commentaire. Période historique, il y a 2 événements historiques. C'est ça fait 100 ans, qu'il n'y a pas eu les Jeux en France. Il y a la dissolution. Je choisis les Jeux. Et même après, quand on s'écharpe, on se serre la main à la fin du combat. Philippe Candeloro. J'allais dire que, en fait, c'est un peu en contradiction. Si vous dites qu'il faut prendre son temps, on peut pas faire les choses en 2 semaines. Mais justement, il y a 3 ou 4 semaines à faire passer entre les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Donc, de toute façon, le bazar, entre guillemets, qu'a mis M. Macron en place, ça va pas se résoudre en 48 heures. Et ça serait peut-être se précipiter de désigner tout ce qui pourrait éventuellement dire, allez, c'est bon, on a choisi quelqu'un au gouvernement qui va gérer le bordel. Je pense qu'il faut laisser passer les Jeux Olympiques. Et puis repartir sur des bonnes discussions politiques une fois que les Jeux seront finis. Parce que là, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord en 48 heures, et les Jeux Olympiques, ça s'ouvre dans moins de 72 heures. Donc oui, mais on se mettra juste d'accord sur le fait que les Jeux Olympiques sont un grand symbole, de réconciliation, de solidarité et aussi d'image de la France. Donc, sur ce côté-là, on sera totalement... Karima Deli.
en accord pour porter justement les valeurs du sport. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir dans les vraies voix des JO pour évoquer donc l'actualité politique qui continue d'avancer dans l'actualité. Dans un instant, retour avec vous, chers vraies voix des JO, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, les uns les autres. On va parler des taxis. On va revenir sur un discours avec Marie-Claire Estou et Philippe Candeloro. Petit indice sur le coup de cœur ou le coup de gueule aujourd'hui de ce qui a marqué la journée. C'est à moi que vous posez la question. Ah oui, Philippe. Écoutez, moi, mon coup de gueule, c'était sur la météo parce qu'il n'a pas fait très beau. J'ai pas pu aller faire ma marche de 3 heures. Donc, voilà. On va y revenir. On va revenir sur les randonneurs. Effectivement, on y revient dans un instant sur Sud Radio. Ce sont les vraies voix des JO jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Les vraies voix des JO avec le collectif des champions et championnes françaises pendant toute la durée des JO de Paris, en compagnie ce soir de Philippe Candeloro, Marie-Claire Estou, Pascal Eouzan. Alors, c'est l'heure du tour de table de nos vraies voix. Je sais pas s'il y a un jingle. Non? Il n'y a pas de jingle. Si? Max? Non, il est pas prêt. Bon, on en remettra. Excusez-moi, on ne s'est pas coordonné juste avant. Philippe, je reviens vers vous du côté de la Plagne. Mais la semaine prochaine, je crois que vous serez avec nous en studio. Mais le coup de gueule, c'est cette météo estivale qui n'en est pas vraiment une, visiblement. Oui, bon, ça va pas durer. Tant mieux. Après, je suis pas vraiment en vacances. Je suis un peu parce qu'il y a cette journée là de mercredi aussi pour célébrer France 2030, donc je suis un petit peu en villégiature et j'en profite pour faire un petit peu de parcours en montagne. Voilà. Mais voilà. Il fait quelle température? Vous êtes avec une polaire là. On voit que sur la vidéo, on n'est pas en t-shirt. Oui. Alors je vais pas vous faire voir la vue, mais c'est vrai qu'on a vu sur le Mont Blanc quand même qui est un peu dans les nuages aujourd'hui. Mais voilà, il fait un peu frais et le beau temps devrait revenir d'ici demain ou après-demain, donc ça va. Il y a du monde à la plage? Il y a du touriste? Eh ben, pas mal, du touristes français, hein. Beaucoup. Qui ont fui Paris, puisqu'ils sont. Je sais pas si ce sont des Parisiens, mais je vois pas beaucoup de plaques d'immatriculation de Paris. Donc, de toute façon, Philippe, il craint pas le froid, hein, c'est un Inuit. C'est ça. J'attends que ça gèle. J'attends que ça gèle et puis j'irai voir sinon mon copain glacier à Marseille. Peut-être me faire une patinoire là-bas sur la place du Vieux-Port. Ouais, ça va être sympa. On rappelle, parce que on parle de Paris, des Jeux d'hiver 2030. Le CIO qui est réuni en assemblée générale à Paris doit désigner la candidature des Alpes françaises, c'est ça, pour les Jeux d'hiver. C'est ça. Avec la région PACA et la région Rhône-Alpes qui doivent organiser on va dire en collaboration. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que la collaboration politique souvent c'est compliqué, mais effectivement voilà, ça va s'étendre depuis Chamonix jusqu'à Nice. Donc ça risque d'être des beaux jeux où vraiment les infrastructures sportives ne devraient pas coûter trop cher à fabriquer puisque la plupart d'entre elles sont déjà construites. Et puis de toute façon, on est la seule aujourd'hui candidature à postuler pour ces Jeux de 2030. Donc, on devrait facilement les avoir. Là, il n'y aura pas un lieu unique, contrairement à Albertville, qui était déjà un peu éclaté. On se souvient, c'était particulier. Ah, ça, c'est sûr. Après, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les Jeux Olympiques d'hiver sont en danger, ne serait-ce que par le manque de neige, par les infrastructures comme les patinoires qui, aujourd'hui, on a tendance à nous les fermer plutôt qu'à les laisser ouvertes. Donc, si on peut faire des Jeux Olympiques plus économiques, qu'on peut, je pense qu'il faut choisir cette voie-là, même si effectivement aujourd'hui, de toute façon, la fête des Jeux Olympiques, c'est plus vraiment comme avant. C'est plus une fête de business qu'une fête sportive. Donc, même si les athlètes sont là pour défendre leurs valeurs du sport et les tripes qu'ils y mettent sur la table, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'il y ait des Jeux Olympiques qui continuent d'exister et il n'y a plus beaucoup de villes qui peuvent se permettre de postuler, de dépenser des millions pour organiser les Jeux Olympiques. Et oui, ça fait partie des sujets puisqu'il y avait des candidatures, il y avait très peu de candidatures pour le. Est-ce qu'il faut revoir, par exemple, on y reviendra mercredi d'ailleurs sur cette disposition d'organiser sur 2 régions des JO. Il y a plus de lieu unique, il y a même des candidatures doublées. Il y a des réflexions autour de ça, je crois, au niveau des grands événements sportifs. Est-ce que ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir aujourd'hui parce que
On voit bien le changement. Oui, je pense que toutes réflexions sont bonnes à prendre pour maintenir cette ferveur et cette grande fête du sport. Mais on voit bien qu'économiquement, c'est de plus en plus compliqué parce que les contraintes sont de plus en plus grandes, notamment en termes de sécurité. On le voit à Paris. Et donc, je pense que ça a du sens que les réflexions, que les organisations puissent être partagées et portées par plusieurs entités. Ça dépend du sens qu'on veut donner à cette compétition. Parce que je pense que le principe des Jeux Olympiques et des valeurs humanistes que ça a transporté, c'était de rassembler les gens à un endroit pour que tout le monde puisse échanger, etc. Est-ce que dans la société actuelle où tout le monde est relié, quel que soit l'endroit où il est ce que ça a toujours ce sens-là ? Parce que sinon, on sait très bien que économiquement, ce qui fait les Jeux, ce qui ne coûte pas à Los Angeles, ils avaient utilisé toutes les infrastructures existantes, donc ça n'a pas coûté de coûts majeurs pour faire construire les espaces sportifs. Et ce qui n'est pas le cas pour les autres pays, par exemple. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que dans une compétition olympique, le basket se fasse aux États-Unis, le hockey sur gazon en Inde, et puis voilà, quoi. Ça dépend du sens qu'on veut apporter à la compétition. Mais il y aurait plus de village olympique. Et non, voilà. Et ça, ce serait un grand drame, parce que c'est là où les athlètes du monde entier se retrouvent. Oui, mais Marie-Claire, ça a changé plus de ton temps, parce qu'il paraît que les sportifs, maintenant, ils y vont même plus. Certains, les stars ils préfèrent rester dans leur coin. Eh oui, ça fait partie des choses. Ça, c'est un débat qui est ouvert. Et Philippe Candeloro, on y reviendra, puisque c'est la désignation doit se faire normalement, effectivement, mercredi, avec cette question de l'avenir des grands événements sportifs. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Mes chers vraies voix des JO, Pascal, coup de cœur ou coup de gueule de quelque chose qui a marqué? Vous vouliez parler de quoi? Alors, coup de cœur, moi, ça sera Simone Biles, par rapport à son histoire, par rapport à son retour, parce qu'elle avait quand même fait des derniers jeux où ça a été problématique d'un point de vue santé. Santé mentale. Mentale, oui. Donc voilà, et je trouve qu'elle est extrêmement forte parce qu'elle revient et elle va revenir très fort. Donc ça, c'est le coup de cœur. Et le coup de gueule, moi, il est clair. Je veux dire, ça fait 1 an qu'on se bat avec les copains là du CCCF pour essayer de tirer une enveloppe budgétaire pour compenser les manques de trimestres de retraite des générations d'avant 2012. Et ce qui m'a franchement agacé, et tant pis si je me fais des ennemis, mais je m'en fous, c'est que à l'orée de ces Jeux, il y a tout un tas de gens qui ont revendiqué tout un tas de choses, et ça a coûté un bras à l'État. Il y a eu des enveloppes qui ont été faites pour le SNCF, pour je sais pas quoi, les aiguilleurs du ciel, etc. On nous a même dit, tiens, à l'Élysée, quand on était en réunion, que de toute façon, nous, on n'arriverait à rien, puisque on peut pas faire de grève, parce que les aiguilleurs du ciel, quand ils font la grève, c'est 27 millions d'euros la journée. Donc nous, donc forcément, si ça tarde, ils font un chèque. Mais nous, je sais pas si on s'arrête. On pourrait faire une manifestation sur les Champs-Élysées. On y avait pensé, mais bon, mais c'est pas suffisant parce que ça fait pas perdre d'argent l'État. Exactement. Donc, Et en même temps, en même temps, Pascal, effectivement, c'était pas à nous de demander à nos copains qui font les Jeux Olympiques là pendant les 15 prochains jours de se mettre en grève pour supporter des retraites auxquelles eux ils ont le droit et pas nous. Ça fait partie. C'est compliqué. Finalement, c'est une réflexion plus large. Le sportif, ça fait toujours bien sur la photo. Vous avez remarqué, les politiques, ils adorent rencontrer des sportifs, manger avec des sportifs, aller les rencontrer au village olympique, etc. C'est très très bien pour la communication. C'est une image dynamique, sportive, enthousiasmante, etc. Mais que restera-t-il à la France après ces Jeux Olympiques? Moi, si vous voulez, je rêve que enfin les Jeux Olympiques 100 ans après ceux de 1924 puissent apporter un vrai plus à la société française. Aujourd'hui, on est dans une société qui s'ankylose, on est une société où les jeunes ont du mal à se bouger un peu les fesses, on a une société où les enseignants d'éducation physique sont très malheureux parce que dès qu'ils essayent de faire quelque chose, il faut faire des demandes avec des X exemplaires de demandes, c'est très compliqué administrativement, etc. Donc moi je rêve que demain, la France, vraiment, après Paris 2024, on soit une nation
beaucoup plus sportif qu'on ne l'est aujourd'hui, mais dans toutes les strates de la société. Et que les valeurs du sport puissent infuser dans le monde de la politique pour qu'enfin, on ait des joueurs sur le terrain politique qui, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils se combattent, même s'ils font des débats, ils puissent se respecter, ils puissent se serrer la main et respecter la démocratie et respecter aussi la voix du citoyen. Ça, c'est un vrai coup de gueule de Marie. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est un vrai coup de gueule. Pour aller dans ton sens, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Marie-Claire, elle a tout à fait raison. En fait, si demain, moi, ce que j'attendais de l'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est qu'on reconnaisse que le sport est un vrai métier. Aujourd'hui, on ne devient pas champion olympique en pratiquant 4 ans. C'est de minimum 15 à 20 ans de pratique sportive pour devenir champion olympique et depuis le plus jeune âge pour certaines disciplines. Donc si demain on disait à une championne de gymnastique qui devient championne olympique française, enfin championne olympique qui était française, on lui dit tu vas gagner autant d'argent que le meilleur footballeur cette année si tu deviens championne olympique, je pense qu'on aurait plus de postulants et on aurait plus de jeunes qui se casseraient le cul pour aller gagner cette compétition ultime que sont les Jeux Olympiques. Ça, je peux vous le garantir. Philippe Candeloro, Marie-Claire Restou, Pascal Auzan sont nos vraies voix des JO ce soir. On vous retrouve, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous jusqu'à 19h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Christine Bouillot. Et toujours avec nos vraies voix des JO ce soir, Pascal Auzan, double champion du monde de tumbling, Marie-Claire Restou, championne olympique et championne du monde de judo, avec Philippe Candeloro qui est avec nous également, vice-champion du monde de patinage artistique et double médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver, tous membres du collectif des champions et championnes françaises. Et on me ramène, alors j'en profite parce qu'on va avoir dans un instant ce débat, on a commencé à parler un peu de l'héritage, mais on va aussi se poser la question de l'héritage que laisse notre président actuel, Emmanuel Macron, au monde du sport. Il s'est fait beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a eu des plans, il y a eu des grandes causes nationales. Et ça, on y reviendra tout à l'heure à 18h40 avec vous trois, les vraies voix des JO. Mais là, je parle du collectif et de tous ces champions que vous êtes les uns les autres. Et ça m'a amusé parce que ce week-end, dans l'Équipe Magazine, il y a un article, mais où j'ai mis ma médaille. Donc Marie-Claire, en début d'émission, vous nous disiez que vous l'avez bien rangé dans vos placards, mais Philippe Candeloro n'était pas encore avec nous. Les médailles, elles sont bien cachées, bien rangées, parce que dans cet article, on apprend par exemple qu'il y a des médaillés qui ont été cambriolés, on leur a pris leur médaille. Par exemple, Wilfried Forgue l'a retrouvé 3 ans plus tard sur un terre-plein d'autoroute, parce que certainement on avait jeté le carton à ce moment-là. Philippe, elles sont où les médailles ? Alors, moi j'en ai une qui est chez moi sous un tableau. Ouais, sous un tableau. Sous un tableau, parce que j'avais enfermé plein de souvenirs du programme du parrain, en fait, avec une partie du costume, les photos qu'il y avait eu à l'époque, voilà, qui sont à l'entrepôt pour, on va dire, en exposition. Et puis celle de Nagano, elle est plutôt au coffre que je peux aller rechercher de temps en temps à la banque pour justement l'amener sur des organisations caritatives ou avec des gamins quand on fait célèbre les semaines olympiques en hiver au mois de février. Ça leur permet de toucher une médaille olympique et puis de pouvoir la balader un petit peu à droite à gauche plutôt que de la laisser enfermée dans un placard. Oui, parce que... moi, elle est dans un endroit beaucoup plus original. Juste comme il vient de parler de Nagano, j'en profite pour faire un petit coucou à Pierrot Fila. Ah oui. Absolument. C'était une voix des JO. Ça, c'était une voix des sports. C'était ici, Nagano. On voit rien du tout. C'était unique, ça. Et il avait commenté mes premiers championnats du monde à sacré monsieur, sacré journaliste sportif. Ah oui, c'était quelque chose. La vieille école, hein. C'était pas mal, cette époque-là. C'était bien. Il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas tout ça aussi d'époque. Donc, on allait chercher voilà. Donc moi, c'était ça, ce petit article. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est savoureux. Mais où j'ai mis ma médaille, une médaille olympique, ça pèse tellement dans l'existence d'un athlète que normalement personne ne la perd, sauf ceux qui rangent moins bien leur chambre que les autres. C'est un article à lire dans l'Équipe Mag de ce week-end. Je vous le recommande. Oui, Philippe. Si je peux juste, en fait, ce qui est difficile, c'est que par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on me fait la demande de la donner au musée olympique français. En tout cas, de la mettre en exposition. Effectivement, ça serait le lieu le plus sûr
et qu'elle soit aussi prise aussi dans de bonnes conditions, parce qu'une médaille olympique, si vous la laissez enfermée même dans un boîtier, elle peut aussi s'abîmer. Surtout que moi, c'est des médailles de bronze. J'ai l'impression que le bronze s'abîme plus que l'or. Voilà. Si ça peut motiver si ça peut motiver plus de sportifs à gagner l'or, s'ils veulent pas voir leur médaille s'abîmer. Mais c'est vrai que le bronze, après, c'est l'originalité de la médaille qui est super. Alors moi, je vis pas toute la journée en regardant ma médaille olympique du siècle dernier. Mais même mes enfants, aujourd'hui, je leur fais pas voir tous les jours la médaille, et elles l'ont eu une fois dans leurs mains, elles ont vu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à se séparer, parce que c'est un symbole tellement important de sa vie de sportif de haut niveau, et puis de sa vie d'être humain. Donc c'est compliqué de l'avoir laissé partir. Moi, je suis un peu très nostalgique de ces moments-là. Laisser partir. Alors moi, contrairement à eux, j'ai pas ce problème, parce que moi, mes médailles, même si elles sont d'or, soi-disant, elles sont juste en peinture dorée, donc elles ont aucune valeur du tout. Alors que sur la mienne à Atlanta, il y a quand même 6 grammes d'or, donc ça a une certaine valeur. Ah oui. Surtout en ce moment, c'est remonté le prix de l'or. Oui, en sachant que celles qui ont été faites pour Paris 2024 sont effectivement des objets vraiment graphiques qui sont très belles, qui sont très belles. Les couleurs et tout ça a été pensé. Enfin, toute la scénographie finalement est assez jolie. Alors, ces Jeux Olympiques et surtout le sport aujourd'hui, qui est un vrai sujet de société. Bon, on voit par exemple quand un sportif prend position pour tel ou tel événement ou pour telle et telle situation dans le pays, tout ce que ça peut déclencher aussi de réactions, mais en même temps, on va se poser la question sur l'héritage de cette politique sportive. Ce matin, donc, Emmanuel Macron a visité le village olympique. Quel est, lui, son bilan des JO? C'est une question qu'on a posée, Antoine Mazère, sur les comptes de X. Sud Radio, le compte X notamment, et qu'est-ce qu'on répond? Et vous pouvez réagir sur la page X de Sud Radio, et on vous a posé cette question: Emmanuel Macron en visite au village olympique, en a-t-il fait assez pour le sport français? Vous répondez non à 78,2%, oui à 21,8%. Donc pour l'instant, c'est un non majoritaire concernant Emmanuel Macron. Est-ce qu'il en a fait assez pour le sport français? Et on va voir avec nous, et les vraies voix des JO, Michel Savin. Bonsoir Michel Savin. Bonsoir. Sénateur Les Républicains d'Isère, vous êtes vice-président de la commission de la culture et du sport au Sénat. Est-ce qu'il par oui ou non, parce qu'on va devoir faire une petite pause, par oui ou non, Michel Savin, est-ce que le président Emmanuel Macron en a fait assez pour le mouvement sportif, le haut niveau comme le sport pour tous? Si c'est une réponse rapide, c'est non. Voilà, ça c'est dit. On va développer tout ça dans un instant avec vous, évidemment, Michel Savin, et également nos vraies voix du sport, Pascal Eouzan, Marie-Claire Restou et Philippe Candeloro. Ne bougez pas, on revient juste après ça, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO jusqu'à 19h, toujours ce soir, avec les membres du collectif des champions et championnes français. Ça sera ainsi tous les soirs jusqu'au 9 août prochain. Pascal Eouzan, Marie-Claire Restou, Philippe Candeloro, avec notre question du jour, notre question autour de l'héritage que laisse Emmanuel Macron. Alors, il n'est pas encore parti de l'Élysée, attention, mais c'est l'occasion de faire un bilan. Sa politique en matière de sport, que ce soit pour le haut niveau, que ce soit pour le sport pour tous, avec notre invité Michel Savin, sénateur LR de l'Isère et vice-président de la commission de la culture et du sport du Sénat. Alors vous avez dit d'une réponse lapidaire, non, il n'en a pas fait assez, mais il faut quand même qu'on développe un peu, Michel Savin. Pour vous, le bilan en matière de politique sportive, c'est l'occasion avec ces JO de se poser un peu et de regarder ce qui se passe pour le sport, pour tous les sports et tous les niveaux de pratique. Vous dites qu'il ne s'est pas fait assez, ou quand même il s'est fait des choses, grande cause nationale, les 30 minutes dans les écoles, etc. Écoutez, il y a le discours qui est tenu aussi bien par le président de la République que par la ministre des Sports, et puis il y a la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Alors, il est vrai que sur le sport de haut niveau, la France, avec l'Agence nationale du sport, a mis des moyens dans le cadre de la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques, la préparation des athlètes. C'est vrai qu'il y a un effort important qui a été fait ces dernières années, mais l'objectif de ces Jeux olympiques et paralympiques, c'était aussi que la France devienne une vraie nation sportive, et on a beaucoup parlé de l'héritage des Jeux. Et l'héritage des Jeux, il concerne bien sûr tous les sports et tous les sportifs qui sont régulièrement en activité dans les associations et des milliers de clubs en France.
Et puis c'est aussi un enjeu sur l'aménagement du territoire avec les collectivités. Et là, l'État n'est pas au rendez-vous. Alors ça sera ce qui se passera peut-être après les JO, mais non, ça se passe aujourd'hui, madame. C'est des arbitrages budgétaires qui ont fait que cette année, en 2024, lorsqu'on parle du sport à l'école, une des mesures qui a été déjà prise sur le budget 2024, c'est la réduction du budget qui était consacré pour les cours de récréation active et sportive dans les écoles, qui a été raboté, qui est passé de 10 millions d'euros à 2,5 millions pour 2024. C'est le gel de 50% des crédits qui sont fléchés sur les équipements sportifs structurants. Quand on parle de équipements structurants, je parle des piscines, des gymnases, qui sont aujourd'hui bloqués en 2024. C'est pas après des choses, c'est aujourd'hui. C'est des décisions qui ont été prises. Donc encore une fois, il y a le discours qui est tenu et la réalité des chiffres. Les vraies voix. Quelqu'un veut réagir à ce qui vient d'être dit, Philippe, sur ce qui, on va dire, ce qui s'est passé déjà jusqu'à maintenant. On a décroché les jeux, on a l'occasion de regarder. Il y a le haut niveau, il y a aussi le sport pour tous. Est-ce qu'on est une nation qui aujourd'hui aime le sport ou les sportifs, ou aime les athlètes qui finalement réussissent plutôt? Philippe Candeloro. Je pense qu'on essaie surtout de s'en raccrocher à quelque chose qui jusque-là était au-delà de la politique. Comme on le disait, la trêve des Jeux Olympiques a toujours été en notre faveur, en la faveur des sportifs. Qui justement, à un moment donné, le monde s'arrêtait pour qu'on ne parle que de sport. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, et c'est ce qu'il y a de bien sur Paris 2024, c'est le marathon pour tous, qui quand même a donné la chance à beaucoup de sportifs, on va dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais sportifs du dimanche, de pouvoir participer à un marathon olympique. C'est quand même pas donné à tout le monde. Il fallait faire des sélections, il fallait que tout le monde puisse rentrer dans la sélection. Ça, c'est plutôt justement le fait de rassembler du monde autour des Jeux Olympiques. Après, moi j'aimerais savoir si, par exemple, Monsieur Macron, ça aurait été sympa, c'est qu'il passe une nuit ou deux sur les lits en carton du village olympique pour savoir quel était son ressenti, si après une nuit passée sur ses lits pouvait faire une performance politique ou une performance sportive. Ça, on pourrait peut-être un peu jour lui poser la question, ou en tout cas le mettre à l'épreuve, comme on a mis à l'épreuve Anne Hidalgo qui a sauté dans la Seine, ou Amélie Oudéa-Castéra qui a fait effectivement une glissade. Elle aurait pu être patineuse, d'après ce que j'ai pu voir ces derniers temps, au moment où elle est rentrée dans la Seine. Voilà, mais sinon, pas grand-chose à dire. Et il a raison, aujourd'hui, on est un petit peu bloqué, on attend entre le marteau et l'enclume pour fêter cette fête, on va dire, des Jeux Olympiques et notre problématique politique du moment, quoi. Mais est-ce qu'on sent, est-ce que dans ce que Philippe et avec ce qu'on disait avec notre invité Michel Savin, sénateur Les Républicains, il y a quand même eu des axes de la politique sportive depuis 2017 qui ont été donnés. Il y a quand même eu des choses. C'est un président. Mais vous êtes déçu en fait. Non, mais Christine, excusez-moi, mais Pascal Ouzan. Depuis Jacques Chirac, qui, à mon avis, était vraiment le président qui adorait le sport, et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi il l'adorait tellement bien, c'est que Jean-François Lamour a réussi à rester 5 ans ministre des Sports. Marie-Claire, je ne sais pas combien tu as fait en tant que conseillère, 5 ans aussi. Donc déjà, quand on affiche dans la pérennité le choix des gens qu'on place, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une politique qu'on veut mener jusqu'au bout et qu'on veut la mettre en place. Depuis Jacques Chirac, alors je ne sais plus le chiffre, maintenant c'est encore plus. Là, on a eu 3 ministres sous M. Macron en 7 ans. On a eu Laura, Roxana et Amélie. Mais avant on les appelait par leur prénom, vous. C'est des sportifs. Exactement. Mais avant, il y en a eu, je crois, pour pas dire de bêtises, 9 en 11 ans. Donc depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, on a une flopée de ministres. Et moi, j'ai travaillé sur le terrain. C'est-à-dire que moi, je suis employé du ministère, je suis en DD. On avait des politiques qui étaient pérennes. C'est-à-dire que quand on faisait des actions, des dispositifs dans les quartiers, ça durait 5 ans. Et on s'installait dans les quartiers, on faisait faire du sport aux jeunes. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus un dispositif qui tient la route. C'est 1 an, 1 an et demi, c'est... la radicalisation dans le sport pendant en fonction du ministre, ça peut être l'aménagement du sport à l'école, ça a été la lutte contre la violence. Enfin voilà, ça change sans arrêt. Et on s'inscrit plus dans quelque chose qui développe vraiment et là où le sport est très fort d'un point de vue social, parce que tout le monde est d'accord pour dire que si on s'inspire du sport, on peut encadrer les jeunes, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur le sénateur Michel Savin. Est-ce que finalement le sport intéresse les politiques autrement que par le fait que ça occupe les enfants le mercredi après-midi, les week-ends, et que
voilà, c'est pas trop mauvais pour la santé à partir d'un certain âge et que le médecin recommande. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience, notamment sur les valeurs que représente le sport? On a vu plusieurs grands sportifs dénoncer le fait que c'était pas une discipline, par exemple dans les établissements scolaires. Une jeune fille qui aime faire de la gym, elle est pas forcément due aider de la même façon que si elle était bonne en maths ou en français, par exemple. Elle n'est pas vue de la même façon. Mais c'était tout l'enjeu, et c'est pour ça que l'occasion a été rêvée avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France et sur Paris et sur les autres villes, de pouvoir donner un coup de boost pour le sport et puis de permettre à la France d'être une vraie nation sportive. Et c'est là aussi, pour moi, c'était l'enjeu numéro 1. Et beaucoup, encore une fois, on parlait d'héritage. La personne qui vient de parler parlait du sport, au fait, et du développement du sport dans les quartiers. Encore un exemple cette année, un dispositif qui était de créer 1000 postes d'éducateurs sociosportifs qui est prévu dans cette année dans les quartiers, a été réduit de 50%. Donc, comment voulez-vous qu'on soit crédible et que la politique nationale soit crédible lorsqu'on fait des annonces de vouloir, et ce qui était positif, vu du Sénat et de l'Assemblée, de créer des postes dans des quartiers où on a besoin d'aller développer, de soutenir les associations qui travaillent sur un certain nombre d'activités sportives. On sait que la difficulté qu'on a aussi à mobiliser ces gens-là. Et donc, encore une fois, c'est un rabotage de 50%. Mais monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut aussi se dire, on va être une nation sportive, on va considérer le sport dans la formation d'un jeune de la même façon que sont importants les mathématiques ou le français, enfin dans les disciplines, à partir du moment où on voit aussi que finalement la carrière d'un sportif, c'est plein d'aléas, ça rapporte pas forcément, donc les parents sont plutôt réticents, pardonnez-moi, mais quand on a un enfant qui voudrait absolument faire du sport, on essaye un peu de le retenir parce qu'on sait que derrière il y aura pas, parce qu'on voit aussi des modèles de sportifs qui se retrouvent dans des situations délicates et on les a pas aidés. Est-ce que tout ça finalement n'est pas lié à des politiques antérieures, ou en tous les cas encore aujourd'hui, qui font que le sportif finalement c'est sympa sur la photo, comme disait Marie-Claire tout à l'heure, mais ça fait rêver peut-être pour ceux qui ont la chance d'y arriver, mais c'est pas emballant, quoi. Mais ça devrait faire rêver tous les enfants qui aujourd'hui ont envie de pratiquer un sport. Et c'est pour ça que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il faut qu'on développe. Ça a été mis par il y a quelque temps au niveau national, mais il faut le développer. C'est le double projet du sportif de haut niveau qui doit continuer, parce qu'on le sportif de haut niveau, il y a tous les aléas du sport, les blessures, l'arrêt de la compétition, qui font que on doit accompagner les sportifs de haut niveau dans un double projet, aussi bien en termes au niveau scolaire, universitaire, mais que professionnel. Donc c'est toutes des structures qu'on doit mettre en place, accompagner, mais dans la durée. Et la personne qui a parlé avant moi, dit, il faut travailler sur du moyen et long terme. On ne peut pas changer de politique toutes les années. Moi, je plaide depuis des années pour qu'il y ait un vrai plan Marshall sur les piscines. L'État met en avant le savoir nager. Mais pour savoir nager, il faut qu'on ait des piscines. Aujourd'hui, le constat qu'on fait en France, qu'on ferme plus de piscines qu'on en ouvre. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui ne peuvent plus aller à les piscines parce que faute d'équipement. Donc, il faut qu'il y ait un vrai plan Marshall, en associant bien sûr toutes les collectivités, l'État, les régions, le département, les intercommunalités, pour travailler ensemble, pour porter ce type de projet. Bien sûr. On va circuler la parole. Marie-Claire Restou. Oui, moi je rejoins le sénateur sur ce point. Plusieurs choses. Déjà, j'ai eu l'occasion d'assister au discours du président de la République lorsqu'il a reçu les champions après les Jeux de Tokyo. J'ai été très frappée par la façon avec laquelle il s'adressait aux sportifs, parce qu'il ne s'adressait pas en président de la République et de la France pour les féliciter, bien sûr les a félicités un peu, mais surtout il leur a dit, mais maintenant vous allez vous sortir en fait les mains des poches, parce que les Jeux de Paris 2024 ça arrive et il va falloir faire un carton. Et en fait j'ai vraiment eu le sentiment que le président s'adressait aux sportifs comme un chef d'entreprise s'adresserait à ses salariés avec des objectifs à atteindre. Pardonnez-moi, mais il n'y a plus de chef d'entreprise qui s'adresse comme ça à leurs salariés, ça marche plus. Exactement. Et donc, raison de plus pour dire que je pense que Emmanuel Macron n'a pas conscience de ce qu'est un parcours sportif pour atteindre un titre mondial ou olympique. Les sportifs, ce sont des
des personnes qui chacun ont un parcours différent. Tout à l'heure, le sénateur a parlé des cités et des politiques qui pouvaient être mises en œuvre dans les cités. Moi, je pars du principe que la France est une et indivisible et que ce qu'on fait dans les cités, on devrait aussi pouvoir le faire pour le milieu rural. Moi, je suis issue du milieu rural et je peux vous dire qu'on fait 10 fois plus pour certaines cités que pour le milieu rural. Donc, à un moment donné, si on aime les sportifs et si on veut avoir un réel héritage après les Jeux de Paris 2024, il ne suffit pas de dire aux sportifs « on vous aime », il faut leur montrer des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, ça passe aussi par des budgets qui sont à la hauteur des objectifs qu'on se fixe. Christine, j'aimerais rebondir parce que ce que je veux dire, Pascal, ça complète ce que dit Marie-Claire. Après. Moi, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que le sport rapporte. Je veux dire, on n'est pas des mendiants. C'est 90 milliards d'euros cette année avec les Jeux. C'est 2% du PIB. C'est plus que la culture, par exemple. Et le budget, il est 10 fois inférieur. Donc, à un moment donné, il y a de l'argent. Le sport rapporte de l'argent et on peut le financer par d'autres moyens que peut-être ceux qui existent. Philippe Candeloro, sur ce débat autour de ce qui a été fait finalement depuis qu'on a les Jeux de Paris dans le viseur et sous l'ère d'Emmanuel Macron, pour le sport pour tous comme pour le sport de haut niveau. Je dirais que malheureusement, on a tout basé autour de Paris 2024, mais rien après 2024. Donc en fait, on va rester au même niveau que ce qu'on était avant. C'est-à-dire, oui, on aura fait une belle fête, on aura eu peut-être des nouveaux champions olympiques français et on sera tous très heureux. Mais finalement, sur le fond même du traitement des sportifs de haut niveau et des champions olympiques dans notre pays, en fait, on sera resté au même niveau. Il n'y a rien qui va changer. Je voulais rebondir sur les piscines. Les gens ne vont plus c'est pas parce que nos piscines ferment qu'on a des gens qui savent pas nager. On a aussi un problème de transport. C'est-à-dire que pour partir d'un collège ou d'une école, les villes ne peuvent plus payer les transports pour amener les gamins au lieu d'équipement. Donc ça c'est aussi un problème. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les budgets qui nous manquent et puis aussi la volonté. Parce que pour moi, il y a le sport de loisirs, ce que gère très bien le ministère avec ses fédérations et ce nombre de licenciés. Puis après, il y a la discipline où vous dites, à 12 ans ou à 13 ans, j'ai envie de dire, je passe du sport loisir à du sport de haut niveau. Et là, c'est un autre domaine. Et là, on doit être considéré comme des gens qui font un métier, avec pourquoi pas des syndicats qui pourraient aussi nous représenter, mais fortement, parce qu'en finalement, aujourd'hui, on n'a personne qui peut porter nos voix, d'anciens ou nouveaux, ou de demain sportifs de haut niveau, champions olympiques, qui pourront porter au plus haut, finalement, notre engagement qu'on a vécu, même si c'était de la passion. On n'est pas fatigué, on est très heureux de l'avoir fait, mais en même temps, on a l'impression qu'on est des pestiférés aujourd'hui, une fois que vous avez quitté la scène des compétitions internationales. Mais heureusement, il y a le CCCF. Ah oui. Voilà, maintenant on est une voix et on est nombreux. Mais Michel Savin, est-ce que derrière ces JO, il va y avoir bien sûr des retours d'expérience à tous les niveaux? On parle beaucoup de ce que ça peut rapporter en termes de... Pascal en parlait en termes économiques, mais est-ce qu'il faudra impulser... est-ce que vous croyez au ruissellement des JO pour le sport d'en bas, j'ai envie de dire? Ce petit club... qui est au fin fond du Pays Basque et pour financer le déplacement de son équipe de pelote doit faire d'abord des crêpes et des gâteaux et les vendre pour pouvoir financer le minibus, Michel Savin. Mais c'est exactement ça la réalité, malheureusement. Ah oui, ça ce sont des associations, ce sont des bénévoles qui passent l'essentiel de leur temps à trouver des crédits pour faire fonctionner leur club. C'est des collectivités qui cherchent des crédits pour réparer leur gymnase, réparer leur piscine, réparer leurs équipements sportifs pour les mettre à disposition de ces associations. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que, encore une fois, on était beaucoup, quelles que soient les sensibilités politiques des élus, à espérer que la venue l'organisation des Jeux Olympiques en France soit vraiment un accélérateur. Mais moi, j'y crois pas, malheureusement, parce qu'on verra qu'à la fin des Jeux Olympiques, et ça a été dit, voilà, on retournera dans un fonctionnement normal. Ce sera l'arbre qui aura caché la forêt et on continuera avec chacun se débrouillera comme il peut, les associations comme ils peuvent, les collectivités comme elles le peuvent, et l'État qui nous expliquera qu'il n'a pas d'argent. Les crédits du sport c'est plus petit budget. Monsieur le sénateur, on est tous des amoureux du sport autour de cette table. On compte sur vous pour booster un peu le sport d'en bas. Chaque année, vous savez que on compte sur vous tous, sénateurs, des parlementaires. Il y a une vérité qu'il faut à tout prix dire, c'est qu'il n'y a pas de champion sans
bénévoles. On a tous été portés par des bénévoles. Ça commence toujours dans un petit club d'ailleurs. Exactement. Absolument. Dernier mot de la fin. Mon cher Antoine, un petit info qui vient de tomber. Tadej Pogačar, qui a gagné le Tour de France hier, sera forfait pour le Tour de France. C'est la presse locale qui nous l'informe de Slovénie. Le triple champion du Tour de France pour les JO ne participera pas aux Jeux Olympiques. Tadej Pogačar, donc ça vient de la place aux autres. Et peut-être, voilà, on l'espère, une médaille française. On a des belles touches, mais c'est vrai que c'est un gros coup pour la Slovénie qui misait énormément sur Tadej Pogačar. Merci beaucoup à tous. Merci Monsieur le Sénateur Michel Savin d'avoir été avec nous ce soir avec les vraies voix des JO, avec vous Philippe Candeloro. Merci Philippe, bonne soirée du côté de la Plagne. On se retrouve très bientôt. Marie-Claire Restou, merci Marie-Claire pour cette première, et Pascal Eouzan, merci à vous également. Merci à Antoine et Clément Barguin. Un petit merci également à mon petit assistant qui nous écoute, et on se retrouve demain. Max à la régie. Dans un instant sur Sud Radio, ça sera la rediff des JO dans tous leurs états avec Thierry Guerrier et Joseph Ruiz. Et puis on se retrouve bien évidemment demain 17h-19h pour les VV des JO. Bonne soirée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.